Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat des candidats organisé en collaboration avec la génération XYZ et la télévision du Haut-Richelieu. Un débat qui se fait devant public, ici même au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et en captation pour la télé, débat qui sera diffusé en différé au cours des prochains jours et également sur notre site Internet. Donc, je vais vous présenter d'abord les candidats et vous allez le constater, tout ceci s'est fait via un tirage au sort un peu plus tôt aujourd'hui. L'ordre dans lequel les candidats sont assis, de même que l'ordre dans lequel ils vont prendre la parole pour le mot de bienvenue. Mot de bienvenue qui sera de 5 minutes par candidat. Suivra un deuxième bloc de 2 questions que nous allons poser à chacun des 8 candidats avec un droit de réponse de 2 minutes. Suivra un troisième bloc, 4 face-à-face de 5 minutes chacun. Les face-à-face ont été déterminés de la façon suivante. Les candidats Paul Turcotte et Michel Gauthier, suivis de Alain Laplante et Michel Fecteau, suivis de Alain Paradis et Stéphane Legrand, et suivis de Jean Lamoureux et de Claude Bachan. Et le quatrième bloc de la soirée sera les questions du public, questions que nous avons reçues via le site web www.generationxyz.ca/questions. Et par la suite, évidemment, on terminera le débat avec ça. Donc, le débat au grand complet va durer 2 heures. Donc, on va y aller tout de suite avec le mot de bienvenue. Et le tirage au sort a voulu que ce soit M. Alain Paradis de l'équipe Paradis. Donc, M. Paradis, j'appuie immédiatement sur mon chronomètre via un appareil que tout le monde connaît bien ici. Ça s'appelle un iPhone et c'est très pratique. Donc, j'appuie sur le bouton maintenant. M. Paradis, vous avez 5 minutes pour vous présenter. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alain Paradis, comme dit M. Latour. 15 ans en politique municipale. Tout d'abord à la ville de Saint-Luc. J'ai connu la fusion, j'ai connu l'après-fusion, j'ai connu le comité de conseil provisoire. Je suis père de famille de 3 enfants, 3 autres enfants de ma conjointe. Ça fait du monde à la maison dans le temps des fêtes. Depuis tout récemment, j'ai 2 petits-enfants, mais je n'avais déjà un auparavant. Fait que 3 petits-enfants, 3 garçons. On attend Noël impatiemment. Je vous dis, ça va brasser un petit peu dans la cabane. À part de ça, au niveau politique, j'ai siégé sur à peu près une vingtaine de comités, sur une dizaine de conseils d'administration au fil des années. Ce qui fait de moi une personne avec beaucoup d'expérience municipale. J'ai connu le pire, j'ai connu le meilleur. Évidemment, ce que je veux vous offrir comme maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le meilleur. Ce n'est pas le pire. Le pire, on va essayer de ne pas le refaire. Autre chose, je suis reconnu pour être quelqu'un de dévoué, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui contrôle le plus possible ses émotions. On essaie, en tout cas en vieillissant, on essaie d'être plus sage. Et je pense que c'est ce que mes 53 ans peuvent vous amener. Je suis dans la fleur de l'âge, dans le sens que ce que je me suis dit avant d'aller en politique cette année, j'étais déjà conseiller municipal, mais j'ai hésité avant de faire le saut. Il y a une chose qui était claire dans ma tête. Si je revenais cette année, c'était à titre de candidat à la mairie, non pas à titre de candidat comme conseiller municipal. Parce qu'après 5 ou 6 mandats, là, que je ne me souviens plus, je pense que j'ai fait mes preuves au niveau conseiller municipal. Maintenant, je suis dû pour occuper la place du premier magistrat. J'ai fondé une équipe de 12 candidats, 6 hommes, 6 femmes, de 25 ans à 57 ans. C'est une belle mixité, c'est une belle diversité, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, du patrimoine, de la culture, de la construction, de l'agriculture. J'ai du monde de toutes les sphères. J'ai même des gens qui sont retraités, qui sont en 2e carrière, qui ont travaillé dans les milieux technologiques. Donc, c'est des choses que je pense que ça va amener une belle richesse pour la ville de Saint-Jean. Et en espérant, de toute façon, en espérant fortement que les gens élisent l'équipe Paradis dans son ensemble. La dynamique d'équipe, vous allez voir autour de la table, il y a des indépendants puis il y a des gens en équipe. Je crois beaucoup à la dynamique d'équipe pour la simple et bonne raison que la majorité d'entre vous ici sont sûrement en couple. Et un couple n'est pas toujours d'accord sur tout.
Par contre, il en survient quand on prend une décision, c'est une décision de couple, puis après ça, on l'assume, puis on la met de l'avant. Je vous dirais qu'en équipe, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on pense toujours la même chose, mais la majorité l'emporte. Puis si c'est 50-50, bien, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'informations pour avoir un vote clair autour de la table. Et souvent, les équipes sont considérées comme étant homogènes et fermées, et manque de transparence. Alors, c'est une chose qu'on tentera de corriger dans le prochain mandat, de s'ouvrir sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de s'ouvrir sur les citoyens, pas amener les citoyens à la ville, mais amener la ville chez les citoyens. Une des premières choses qu'on va faire, c'est de créer les déjeuners du maire. Donc, à chaque 2 mois, en rotation à travers la ville, les citoyens seront amenés, exemple, un samedi matin, dans une formule 9h à midi, sans ordre du jour, venir discuter avec leurs élus municipaux pour éviter de se faire dire aux 4 ans, vous venez nous voir une fois par 4 ans. Donc, c'est une chose à contrer. Autre chose aussi, pour enlever un peu le cynisme des gens envers la politique, on ne réglera pas ça en 3 mois, c'est clair, mais le premier geste qu'on pose dans le 30 jours après le début du mandat, c'est d'abolir les fonds de pension pour les élus municipaux, abolir les primes de départ pour les élus municipaux, publier les comptes de dépenses de tous les élus ainsi que les directeurs de services. Ça, c'est le premier 30 jours. Combien de temps, M. Latour? Il vous reste 1 minute. Fait qu'en terminant, je vous demande évidemment de faire confiance aux membres de mon équipe. Vous souhaitez le changement, mais un changement calculé. Moi, dans la vie personnelle, je fais du coaching et je fais du mentorat depuis 7 ans. C'est ce que j'ai fait avec les membres de mon équipe. Individuellement, je les ai choisis, je les ai coachés, je fais du mentorat et j'ai formé une équipe qui n'est pas à mon image, mais une équipe qui a, avec 12 individus, 12 personnalités différentes, 12 leaders dans leur secteur d'activité. C'est ce que je vous demande de faire le 3 novembre prochain, de voter pour l'équipe Paradis en bloc. Merci beaucoup, M. Paradis. Je cède maintenant la parole à Claude Bachand de l'équipe Avec Bachand. M. Bachand, c'est à vous. Vous avez 5 minutes pour vous présenter. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je tiens d'abord à remercier la génération XYZ de permettre ce débat-là. Je pense que c'est important dans une démocratie que, justement, les citoyens sachent à quoi s'en tenir avec les gens qui veulent vraiment les représenter. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent probablement comme député fédéral où j'ai été en poste pendant 18 ans. Maintenant, qui est le véritable Claude Bachand? Bien, moi, je suis une 4e génération de Bachand à Saint-Jean. Entre autres, mon grand-père et mon père ont travaillé à la Singer à Saint-Jean, qui faisait des machines à coudre, comme vous le savez. Puis j'ai été aussi au centre d'accueil Le Renfort, éducateur auprès de la déficience intellectuelle, pendant presque 18 ans, où je me suis un peu signalé du côté syndical. D'ailleurs, j'ai occupé des postes de président du Conseil central ici à Saint-Jean pendant plusieurs années. Et c'est un peu ce qui m'a permis d'avoir un tremplin pour me lancer en politique. J'ai toujours eu, supposément, la qualité d'être près des gens. Parce que moi, j'ai une philosophie en politique, c'est qu'il ne faut pas rester dans son bureau puis attendre que les gens viennent cogner à votre porte. Il faut sortir, aller dans les activités, et là, automatiquement, les dossiers arrivent. Et ça, je pense que c'est une qualité importante pour quelqu'un qui occupe une fonction de premier magistrat, de député. C'est important d'être près des gens, les écouter et faire en sorte qu'on puisse leur rendre service. Et en parlant de rendre service, j'avais le goût de servir encore, moi. Ça faisait 2 ans que je ne servais plus, mais la flamme de servir est toujours présente. Et j'ai décidé d'aller du côté de la mairie pour entretenir cette flamme-là. Maintenant, je vais vous donner quelques aperçus du programme rapidement. Notre programme, il y a 7 piliers dans notre programme. Le pilier le plus important est la probité et l'intégrité. Tout le monde se rappelle la descente de l'UPAC à Saint-Jean. Alors, il y a quand même 11 personnes qui ont été arrêtées puis qui sont en cours actuellement. Alors, je pense que là, on est dû pour un changement. Il faut absolument axer pour faire en sorte que les gens retrouvent leur confiance dans les élus. Parce que c'est pas drôle, la commission Charbonneau, à tous les jours, ça déboule et les gens perdent confiance. Donc, il va falloir établir des règles assez strictes du côté de l'intégrité et de la probité. Le développement durable, c'est très important pour moi. Tout le monde connaît un peu cette notion-là. C'est l'économie, mais pas aux dépens de l'environnement, et l'environnement, pas aux dépens de l'économie. Il va falloir faire travailler les gens ensemble pour qu'ils puissent développer un terrain d'entente mutuelle pour faire en sorte qu'on va avoir une économie prospère, mais dans un milieu vert et un milieu écologique aussi. Je trouve que c'est très important. La qualité de vie des citoyens, on a beaucoup d'engagement sur
le transport en commun, la qualité aussi de se rapprocher des élus. On veut ouvrir l'hôtel de ville. On veut ouvrir l'hôtel de ville. Elle est déjà ouverte, vous me direz, oui, les lundis, pour que les gens puissent aller discuter avec leurs élus. Mais nous, on veut faire quelque chose de spécial. On veut un samedi par mois, un avant-midi de samedi par mois, ouvrir l'hôtel de ville, où ça va être une porte ouverte et les gens vont pouvoir venir discuter avec l'ensemble de l'équipe Claude Bachand, ceux qui sont là, et ceux qui seront d'une autre équipe vont être admis, bien sûr. D'ailleurs, on va en parler tantôt. C'est une question qui a été pigée ce soir qu'on devra répondre. Une administration rigoureuse, on a l'intention de nommer un vérificateur général pour faire en sorte que les erreurs du passé sur la collusion et la corruption ne se reproduisent pas. Il sera indépendant du conseil municipal, mais il va veiller sur l'ensemble des contrats. L'ouverture sur le monde, ça, c'est très important parce que moi, c'était mon dossier avec la Défense nationale, comme vous le savez. Est-ce que tu peux m'avertir, Éric, quand il restera une minute? Il reste 1 minute 10. OK, parfait. Alors, l'ouverture sur le monde, c'est important aujourd'hui. C'est un village global, la Terre. C'est fini l'histoire où le petit village contrôle ses affaires, puis le village d'à côté contrôle les siennes. On doit tous travailler ensemble aujourd'hui. Et ceux qui vont réussir économiquement et de façon prospère, entre autres à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est si on est capable de faire en sorte de faire les contacts nécessaires près de chez nous et loin de chez nous. Je pense que ça va être extrêmement important. Et je termine sur le patrimoine et la culture. Moi, je suis un de ceux qui croient qu'on a une pépinière ici d'artistes et il faut leur donner la possibilité, justement, d'aller dans d'autres marchés. Et j'ai l'intention, avec le musée, avec les artistes, etc., de faire en sorte qu'on puisse les mettre au contact de cette planète-là pour faire en sorte qu'on va être exemplaire du côté de notre prospérité, de notre culture et de notre patrimoine. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bachand. Je cède maintenant la parole au candidat indépendant, Paul Turcotte. M. Turcotte, vous avez 5 minutes et peut-être avancer le micro pour qu'on vous entende bien, M. Turcotte, s'il vous plaît. Peut-être monter légèrement le micro aussi au niveau de la sonorisation et devant vous, ça va être plus habile. Voilà, je reprends le tout. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Mon nom est Paul Turcotte. Je suis candidat indépendant. Ça ne marche pas encore? Est-ce qu'il est possible de légèrement grimper ce micro? Non, je pense qu'il ne fonctionne pas. Alors donc, messieurs, peut-être prêter le micro le temps qu'on règle le problème technique. Allez-y, M. Turcotte, on vous écoute. Bonsoir. Là, on vous entend. Merci. Mon nom, c'est Paul Turcotte. Je suis candidat indépendant à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un peu de mon background, j'ai été à la fameuse guerre de Vietnam en 67, 68 et 69. J'ai fait un terme de 18 mois. J'ai suivi des cours en droit à Saint Petersburg, en Floride, à l'Université de Stratton. J'ai suivi le droit international. Je parle très bien français et anglais. J'ai eu dans l'agriculture, j'ai eu des chevaux arabes. J'ai fait l'élevage des chevaux. Je connais pas mal bien l'agriculture et la vie fermière. J'ai aussi eu un service d'ambulancier qui était logé de Montréal à Sherbrooke. J'avais environ 200 employés, dont je gérais alors. J'ai géré ça assez bien, puisque j'ai eu la recommandation de la province du Québec pour ouvrir un des plus grands services qu'aujourd'hui s'appelle l'Urgence Santé. Par la suite, je suis devenu échevin pour la ville de Chambly. J'ai participé avec le Fort Chambly, l'historique. J'ai fait plusieurs choses, en fait, qui vraiment, c'est pas énorme, là. Mais je suis un gars assez modeste, puis je fais mes affaires comme tout le monde, puis je suis mon rythme de vie. Finalement, comme je vous dis, moi, M. Bachand, lui, il a 7 points, mais malheureusement, j'en ai juste 6. C'est le budget. Nous avons ici, avec les nouveaux... Moi, je vais revoir le budget avec les nouveaux élus et couper ce que nous trouvons inacceptable dans l'état économique actuel, dont la fameuse piscine flottante puis le restaurant flottant. L'infrastructure... Travailler avec tous les commerçants, regarder le problème de stationnement du centre-ville et voir s'il est possible d'aménager un garage de multi-level, garder le charme du vieux Saint-Jean, le cachet tout à fait spécial d'Iberville et l'histoire renommée de l'Acadie, sans oublier Saint-Athanas, Saint-Luc et la fameuse passerelle possible pour Saint-Luc. L'environnement, point important dans l'idée de chaque candidat, protéger nos boisés, est très important et nous devons en faire plus. Nous devons interpeller
tous les contribuables de s'impliquer avec nous pour garder nos boisés enrichissants. J'ai accès aussi à un jardin communautaire pour les personnes, les contribuables de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'agglomération. J'ai aussi récemment reçu une mise en demeure pour les bruits sonores de l'autoroute 35. Aucune étude de bruit sonore depuis 1986. D'après les résidents de Saint-Gérard, ils ne sont pas des citoyens de deuxième classe, au dire, selon la mise en demeure qu'ils intentent. Alors, seraient-ils de la première classe? Le barème exemplaire de la sécurité publique, puis ça, j'y tiens à cœur. Présentement, nous avons un problème ici avec la police, partout dans la province. On est soit garoché d'un bord puis de l'autre, on a des interventions formidables. Je connais quelqu'un ici à Saint-Jean qui a eu des contraventions de 18 000 $. Une personne par 2 policiers. Moi, je vais faire un barème pour les policiers ici, les convoquer, arriver avec un système, une stratégie d'organisation dont on peut leur donner le respect qu'ils méritent et eux, en retour, nous donner le respect qu'on mérite. Une entente. C'est une vigilance, c'est la sécurité des citoyens, en fait. C'est une stratégie assez spéciale qui existe dans plusieurs villes des États-Unis pour reprendre le respect des policiers et aussi que les policiers aient le respect des gens. Il vous reste 1 minute, M. Turcotte. Service aux aînés, aux jeunes, s'assurer que nos aînés ont voix claire et forte auprès des élus. Je vais aussi former un comité des citoyens qui veille sur la gérance de l'administration municipale. Alors, je vous laisse sur ça. Le thème principal de mon orientation, c'est de s'unir et s'entraider pour une meilleure ville. Merci. Merci beaucoup, M. Turcotte. On va maintenant céder la parole. Est-ce que le micro a ressuscité? M. Gauthier, vous allez pouvoir le tester. Je pense que oui. Ah, il a ressuscité. Donc, je vous présente donc le candidat indépendant à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Michel Gauthier. Vous avez maintenant 5 minutes pour vous présenter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et moi aussi, je veux remercier la génération XYZ de nous recevoir ce soir et de permettre aux citoyennes et aux citoyens peut-être un peu mieux nous connaître et peut-être un peu mieux nous apprécier. Michel Gauthier, j'ai 59 ans. Donc, parmi les 9 candidats de la mairie, je suis dans le milieu et j'espère représenter l'équilibre. J'ai travaillé durant 30 ans pour la fonction publique fédérale, dont 25 à titre d'enquêteur. Donc, quand on parle de probité, d'intégrité, ça a été mon travail pendant 25 ans et je sais que c'est aussi un problème, pas seulement à Saint-Jean, mais dans plusieurs autres villes. Donc, je n'ai pas perdu cette petite fibre-là d'enquêteur et je pense que ça peut être utile dans une ville comme Saint-Jean. Et il faut se rappeler aussi que Saint-Jean-sur-Richelieu, ce n'est pas une nouvelle ville. Et quand j'écoute ou je lis un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les, les dépliants, les adversaires, tout ça, on a comme l'impression que Saint-Jean-sur-Richelieu doit être refait à neuf. Je m'excuse, mais tout n'a pas été mal fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense qu'il y a des choses qui ont été bien faites avec le temps. Il faut conserver ces choses-là, peut-être les améliorer. Les choses qui ont été moins bien faites, il faut peut-être, oui, essayer de les améliorer. Et les choses qui ont été mal faites, bien, c'est des choses qu'il faut refaire. Et autre temps, autre mœurs, il y a des choses qui ont été faites en 1980, 90, 2000, 2010, qui ont changé. Quand on parle de la commission Charbonneau en 2000, moi j'ai été élu à Iberville en 99, la commission Charbonneau, on n'en parlait pas, on ne connaissait pas ça, on ne savait pas c'était quoi. Et c'est tout nouveau et les gens qui écoutent ça semblent sortir des nues. Pourtant, on sait que la fraude, la collusion existe depuis plusieurs années. Les 4 dernières années, après ma défaite en 2009, je me suis recyclé en philanthropie. Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais le coordonnateur de la Fondation et au cours des 4 dernières années, on a quand même réussi à amasser 2 millions pour les étudiants et étudiantes et aussi pour le Cégep dans le cadre du terrain de soccer football qui a été mis sur pied il y a 3 ans déjà. Je pense qu'un des points majeurs qu'il faut regarder, c'est les communications. À partir du moment où on transmet les informations comme il faut à nos citoyens sur des projets d'envergure, bien, on évite, un peu comme tout le monde va le mentionner ou le mentionnait déjà, on évite le chiolage, on évite que les gens ne soient pas conscients des problèmes et quand on leur dit, voici, c'est quoi les avantages et désavantages d'un projet, combien ça coûte, c'est quoi le financement, c'est quoi les subventions qui sont appropriées à des projets, je pense qu'à ce moment-là, on a beaucoup moins de chances d'avoir des personnes qui viennent signer des registres pour s'opposer à des projets.
Donc, les communications, c'est le point majeur, selon moi, pour qu'on puisse faire une ville où les gens sont bien informés de ce qui se passe. Je me suis présenté comme candidat indépendant à cette élection-ci parce que je fais partie d'équipe auparavant, sauf qu'avec tout ce qui se passe au niveau du financement électoral, au niveau des équipes, on sait très bien depuis plusieurs années à Saint-Jean comme ailleurs, une équipe avant les élections, c'est une chose, une équipe après les élections, c'est une autre chose. Donc, je considère qu'en étant indépendant, je suis libre d'esprit et je serai libre de choisir après les élections, si les gens me font confiance, les candidates et les candidats qui seront élus pour les placer dans les meilleurs endroits possibles où la Ville pourra bénéficier du savoir de ces gens-là. Et évidemment, je ne pourrais sûrement pas vous dire de voter pour mes candidats, j'en ai pas. Mais je peux vous dire que ce qu'on entend, c'est qu'on risque d'avoir un conseil un peu multicolore. Et je pense qu'un candidat indépendant n'aura aucune promesse à faire à ces gens-là. Et ce serait plus facile pour moi de diriger ces gens-là, de les placer aux bons endroits. Les points majeurs, je pense que ce que j'ai mentionné il y a déjà plusieurs mois, à Saint-Jean, merci. À Saint-Jean, il faut construire en hauteur si on veut éviter l'étalement urbain qui coûte très cher. Et aussi, je pense que c'est une façon de protéger l'environnement. On ne peut pas construire en hauteur n'importe où, mais je pense qu'il y a des secteurs où on peut le faire. Et ça permet de densifier certains secteurs. On parle aussi de reboisement. On parle de reboisement urbain. Dans plusieurs programmes, on parle de reboisement. Mais je pense qu'il n'y a pas juste du reboisement urbain qu'on peut faire parce qu'autour des contours de terres agricoles, où 75 du déboisement s'est fait dans ces endroits-là avant 1999, si on reboise un peu certains contours de terres agricoles, ça va permettre d'éviter aussi que nos rivières soient polluées par les engrais chimiques qui proviennent des fossés qui se rendent jusqu'à la rivière. Je pense que le 3 novembre, ce que je vous propose, c'est de voter pour les meilleures candidates et candidats dans chacun de vos districts respectifs, non pas à cause du statut de ces gens-là, mais pour qu'une ville avance plus rapidement. Merci. Merci beaucoup, M. Gauthier. On va maintenant céder la parole au candidat Michel Fecteau du parti Fecteau. M. Fecteau, vous avez donc 5 minutes pour vous présenter. Alors, à mon tour de vous souhaiter le bonsoir. Michel Fecteau, je suis une personne qui est natif de la Beauce, qui est ici à Saint-Jean depuis 1971, marié avec une jeune demoiselle de Sainte-Brigitte depuis 43 ans, père de 2 enfants et papy aussi. Mon implication dans la région, plusieurs connaissent mon implication au niveau communautaire, au niveau des affaires. J'aimerais peut-être dresser un petit parcours. On m'a connu souvent parce que j'ai travaillé dans l'automobile, mais avant l'automobile, j'ai fait beaucoup plus que ça, donc permettez-moi de vous en informer. J'ai été élevé dans le domaine avec mes parents, c'était la machinerie agricole. Donc, ma deuxième famille vient de la région de Saint-Cécile-de-Milton. Pour vous situer, c'est entre Granby et Saint-Hyacinthe. Donc, on a fabriqué de la machinerie agricole pendant au moins 7 ans. J'ai eu des commerces à Iberville, Auto 104, et mon épouse avait une boutique de fleurs au Carrefour La Plante. Et après ça, je suis revenu dans l'automobile, après avoir peinturé, débossé et réparé avec des ateliers. J'ai terminé ma carrière chez Derry Toyota, une carrière de 24 ans, en juin 2012. Au niveau communautaire, parce que souvent on mélange, on pense que les gens d'affaires ne font pas de communautaire. Ça fait 40 ans que je suis impliqué. Je suis membre fondateur du Club de Saint-Luc depuis 25 ans. Le club a fêté ses 25 années de service cette année. J'ai eu l'occasion d'occuper des fonctions. J'ai été gouverneur de district et j'ai été président du conseil des gouverneurs, donc j'ai chapeauché les Lions à travers la province de Québec. Ici, principalement, dans la région, il y a beaucoup on m'a sollicité souvent pour des campagnes de levée de fonds majeures. Michel parlait tantôt du stade du Cégep, mais c'est un projet qu'on a réalisé. La Fondation Santé, campagne majeure de la Fondation Santé. On a mis sur pied Coup de cœur Haïti quand on a eu la crise du verglas. Et évidemment, l'opération en printemps 2011 là, de SOS Richelieu, dans laquelle c'était un grand rassemblement de bénévoles. Ceci étant dit, ça m'a amené à être une personne responsable. C'est sûr que ce soir, vous entendez des gens qui disent qu'ils vont faire des choses. L'engagement que j'ai pris durant la campagne, avec une super équipe composée de 4 femmes et 8 hommes, dont entre 30 et 40 ans, la moitié de l'équipe, des gens qui sont déjà engagés dans la communauté. Or, c'était un beau choix. Et des gens qui sont dynamiques et surtout prêts à servir. On a une devise qui peut s'apprêter. Chez les Lions, on dit « nous servons » et non « nous servons ». Je pense que ça peut s'appliquer au prochain conseil municipal. Dans cette optique-là, on n'a peut-être pas de commission Charbonneau.
Maintenant, au niveau de l'implication, évidemment, c'est important pour moi de connaître des dossiers. J'ai eu l'occasion d'être à la Chambre de commerce pendant 10 ans. J'en ai été le président pendant 2 ans. Et pourquoi j'ai décidé de m'impliquer? J'ai décidé de m'impliquer parce que je crois que cette ville-là, elle est merveilleuse. J'ai osé prétendre, quand j'étais président de la Chambre, que la ville était peut-être à 45-50 de son potentiel. Et je pense qu'il faut cesser rapidement de travailler en silo. Mon implication se veut, c'est une belle tribune ce soir au niveau de la génération XYZ. Je fais un clin d'œil au président Steve, là, qui était justement notre président du brunch dernièrement. Donc, la relève est là. Oui, j'aurais pu prendre une retraite. J'ai des fils qui ont 41 ans et 38 ans, sont très impliqués, mais je pense qu'on doit amener un apport. Puis l'expérience qu'on a acquis, on doit la partager. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé en équipe. Et ça me fait sourire quand on parle d'équipe, mais évidemment, moi, j'ai toujours compris, mon père m'a appris ça jeune, qu'il y en a plus dans 2-3 têtes que dans une. Donc, basé sur cette optique-là, j'ai préféré me rejoindre des hommes et des femmes dédiés, engagés. Ils peuvent être capables de partager avec ces hommes et ces femmes-là le service aux citoyens. D'emblée, au niveau du Parti Fecto, nos candidats, on parle de probité, on en a parlé longuement. Ces gens-là ont passé au peigne fin et chacune d'entre elles ont signé un document légal à l'effet que si ces gens-là étaient pris de quelque manière que ce soit, c'était pour être parti. Ça va vite dans le temps, mais je voulais quand même dresser un portrait parce qu'il y a des gens qui me voient souvent dans les journaux, mais ils ne savaient pas exactement qui je suis. La gouverne, ça nous intéresse. Le programme, on a notre site partifecto.com et je vous invite à aller visiter. On va déjà d'en débattre au niveau des sujets, mais je peux vous dire qu'on a une équipe qui est prête à travailler, à se retrousser les manches et à faire de quoi de neuf, à apporter du changement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Fecteau. Je cède maintenant la parole au candidat à la mairie, Stéphane Legrand, de l'équipe Vision Legrand. M. Legrand, vous avez donc 5 minutes pour vous présenter. Bonsoir tout le monde. Premièrement, merci à Génération XYZ pour l'invitation de ce soir. Ce type de débat-là, c'est le début d'un changement parce qu'il faut que les gens participent, il faut que les gens soient là dans les débats. Puis, soyez au courant de ce qui se passe dans votre ville. C'est peut-être la meilleure façon d'éviter la commission Charbonneau. Pourquoi la politique? Vous savez, moi, depuis que je suis tout petit, que je fais de la politique, mon grand-père, quand j'étais jeune, me lisait la presse, je suivais les députés, les ministres. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et ma première action politique a été à l'âge de 11 ans, où j'ai passé des dépliants à l'époque pour Nicole Mongeon, qui était présidente de la commission scolaire. Nicole, à ce moment-là, faisait le débat pour l'appel d'offres des autobus scolaires. Puis, il y avait eu de l'opposition parce que des gens qui étaient dans le réseau des autobus n'étaient pas satisfaits de la façon que ça se passait, puis il y a eu élection. Et déjà, on parlait à ce moment-là d'appel d'offres, et là, on parle d'il y a 30 ans. Donc, c'est dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait autrefois également. Maintenant, il faut que ça change. Je me suis présenté en politique en 1998. C'est une défaite avec mon collègue Jean Lamoureux qui est à côté de moi. Ça a été peut-être un moment difficile. J'avais 23 ans à l'époque. À 23 ans, on est un peu... on est fringant, on pense gagner. Puis, il y a une chose qui est certaine dans l'élection qui s'en vient, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et il y aura peu d'élus. Donc, tous les candidats qui vont être défaits, mais moi, j'ai commencé par une défaite. Plusieurs des gens qui sont au conseil municipal actuellement ont commencé par une défaite. Et je peux vous dire que ça fait de nous des gens qui sont meilleurs. Par la suite, en 2002, la piqûre de la politique est revenue et j'ai été élu en 2002, en 2005, en 2009, dans le quartier Saint-Edmond-Saint-Lucien. Moi, je suis un petit gars de Saint-Edmond, je suis natif de là. Mon commerce, c'est dans le quartier Saint-Edmond. Je suis vraiment un local. J'ai étudié à Saint-Jean, cégep de Saint-Jean, Marcelin-Champagnat, et je suis allé à l'UQAM en sciences politiques. Vous savez, quand j'ai commencé à faire de la politique en 2002, on calculait le succès des villes en fonction du nombre de maisons qui se bâtissaient. Est-ce que je peux vous dire que depuis ce temps-là, les choses ont littéralement changé? Je défie un candidat à la mairie aujourd'hui de parler de développement résidentiel à outrance. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut faire les choses différemment. Et un constat, quand on a fait la plateforme électorale, quand on a bâti le programme, le constat qu'on est arrivé, c'est qu'il faut vivre ici, travailler ici. Saint-Jean, de plus en plus, se développe comme une banlieue. Il faut cesser ça immédiatement. C'est normal qu'il y ait des gens qui travaillent à Montréal, mais si on crée des emplois de qualité chez nous, bien, c'est clair que les gens vont rester à Saint-Jean pour éviter le 45 minutes, le 1 heure de trafic. Puis, on le voit aussi, là, les gens magasinent de plus en plus au 10-30. Il faut freiner cette partie-là. Il faut développer notre centre-ville. C'est le poumon de notre ville. C'est l'âme, c'est le cœur. Il faut... Moi, je suis président de Tourisme Saint-Jean.
c'est important que notre ville, la beauté de notre ville, la rivière Richelieu, on a des atouts extraordinaires. On a un aéroport qui n'est pas développé, auquel on pourrait se servir pour faire un parc industriel. Il faut vraiment garder nos emplois ici. Quand je me suis lancé en politique, la première chose que je me suis dit, c'est que ça prend des gens de qualité. C'est terminé l'époque où un maire seul pouvait améliorer les choses. Ça prend une équipe de qualité, puis ça prend de la participation citoyenne. Il faut amener les gens à embarquer dans un projet collectif. Le défi du prochain conseil municipal, ça va être d'inclure la population johannaise dans la revitalisation du centre-ville, dans le développement de la rivière Richelieu, dans le grand chantier économique que pourrait être Saint-Jean. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Vous savez, moi, l'autre élément que je veux parler, c'est la participation des jeunes en politique. On est dans une jeune chambre de commerce ici. Il faut que les jeunes s'impliquent davantage. On parle de nouvelles technologies, de médias web. Il faut que ces gens-là aient au centre-ville. Il faut qu'ils viennent chez nous. Il faut que la ville commence également à amener ses services municipaux vers le centre-ville. Il vous reste une minute. C'est essentiel. Donc, j'en ai parlé tantôt, l'équipe, le projet collectif. Puis, ça va compléter ma présentation pour tout de suite. Merci. M. Legrand, merci beaucoup. Je cède maintenant la parole au candidat à la mairie, Jean Lamoureux, du parti Action civique. À vous la parole pour 5 minutes, M. Lamoureux. Alors, bonsoir. Merci à la Jeune Chambre de nous avoir accueillis. Et puis, moi, je suis sensible à ça parce que j'ai passé en revue un petit peu les membres de la Jeune Chambre et j'ai découvert qu'il y en a plusieurs à qui j'avais enseigné et ils sont en affaires. Alors, Jean Lamoureux, moi, j'ai fait carrière dans l'enseignement des sciences humaines, géographie, histoire et économie. Et effectivement, en politique, je suis impliqué dans la politique depuis les années 1986. J'ai fait à peu près toutes les élections depuis 1986, donc ça fait 8, dont 8 ans au conseil de ville. Et ce que je me suis posé comme question lorsque j'ai voulu aller à la mairie, c'est qu'est-ce qui fait de moi un candidat pour aller à la mairie, pour être plus efficace, pour être mieux préparé pour occuper ce poste-là. Alors, j'ai décidé j'avais déjà une formation, un baccalauréat en pédagogie de l'Université Laval, un baccalauréat en géographie de l'Université de Montréal, une majeure en économie, et j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en gestion municipale à l'École nationale de l'administration publique, exprès me présenter à la mairie, parce que je me disais, la combinaison de l'expérience, c'est une chose, mais il faut combiner ça à peut-être quelque chose des acquis qui font en sorte qu'on peut finalement être mieux préparé pour gérer une ville qui n'est plus un village, évidemment. J'ai évidemment siégé sur différents comités à l'Hôtel de Ville, entre autres les finances, l'environnement, les ressources humaines, le comité de retraite, les assurances, sécurité publique, police, informatique, aéroport, fusion, signalisation, conseil économique, et même j'ai été sur des comités sur les villes d'agglomération de l'IMQ. Donc, ce bagage-là m'incitait à dire, effectivement, je pense qu'on peut se préparer comme ça pour aller à la mairie. Je veux signaler, par contre, que nous, on n'a pas mis une série de priorités trop élaborées. On a pris 7 grandes priorités autour desquelles, on pense, les préoccupations des gens sont concentrées. La première priorité, c'est le service aux citoyens, qui doit être, c'est d'améliorer les services de proximité pour les citoyens. Toute l'information qu'on a dans le porte-à-porte, c'est vraiment, on entend parler des pistes cyclables, de la sécurité, de l'entretien des rues, du déneigement. C'est ça, je pense, qu'en premier que les gens veulent. On a regardé aussi la deuxième priorité, l'environnement et l'urbanisme. L'environnement est une préoccupation des gens et on le voit avec le plan environnemental, on le voit avec toutes les préoccupations au niveau de la politique de l'art. Mais je pense qu'il faut revoir peut-être notre plan d'urbanisme et l'impliquer dans le processus qu'on a déjà mis de l'avant en mettant en priorité le plan de conservation et d'autres politiques environnementales. Le projet du centre-ville, pour nous, ça devient un projet majeur, tant qu'au développement du centre-ville, mais plus que ça, au niveau on parlait tantôt de création d'emplois, mais même au niveau de dynamiser, comment on fait pour dynamiser notre centre-ville. Moi, je suis un tenant, je l'ai dit en 2009 lorsque je me suis présenté, il faut créer un commissariat au développement du centre-ville où la mission sera vraiment de développer le centre-ville avec des activités touristiques, économiques, culturelles, même nautiques, et intégrer ça à des institutions, même institutionnelles. Et mêler le résidentiel à ça parce que ça sera le cœur, finalement, de la ville où, s'il y a des commerces, il faut qu'il y ait des populations qui soient là.
La gestion de la dette, c'est une de mes préoccupations à cause un peu de ma formation en économie. Les infrastructures et les contrats, on a mis ça en une priorité majeure. Il faut revoir le développement des infrastructures, mais revoir aussi la façon qu'on accorde des contrats. On avait même proposé de faire carrément une surveillance des travaux à l'interne. C'était déjà présenté dans le budget dernièrement. Il vous reste une minute. Dans le fond, ça n'a pas été complété. Les promotions industrielles, c'est majeur. On a la 35 qui se développe, qui va être dans notre territoire. Et à ce moment-là, on peut facilement compter sur du nouveau développement industriel à partir de ce créneau-là, en incluant l'aéroport là-dedans, avec la collaboration du CLD. Et enfin, culture et loisirs, je ne l'ai pas négligé. Il faut valoriser la culture, mais ça deviendra la marque de commerce devrait se mettre au centre-ville. En plus, dans ce contexte-là, amener la culture au centre-ville, il faut créer une salle multidisciplinaire, une salle d'espace multidisciplinaire de centre-ville. Et c'est la relève des jeunes qu'on veut amener au centre-ville et ils pourront bénéficier de ces installations-là et en même temps de toutes les autres installations pour, évidemment, se mettre en valeur les nouveaux talents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Maintenant, notre dernier candidat à prendre la parole, donc le candidat Alain Laplante de l'équipe Alain Laplante. Donc, vous avez donc 5 minutes pour vous présenter. La parole est à vous. Merci beaucoup, Éric. Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Mon nom est Alain Laplante et je vous offre mes services à titre de maire pour diriger Saint-Jean-sur-Richelieu les 4 prochaines années. Je suis diplômé en sciences économiques de l'Université de Sherbrooke. Je suis présentement conseiller municipal depuis 2009. J'ai été précédemment directeur général de l'organisme Rue principale Vieux-Saint-Jean, l'organisme qui fait la promotion de la revitalisation du centre-ville. Je suis marié, originaire d'Iberville, plus précisément du domaine Fredette, et père de 4 enfants âgés de 12, 14, 16 et 18 ans. L'équipe Alain Laplante se présente comme l'équipe de la famille. Mais bien évidemment, les aînés occupent une place très importante dans cette belle et grande famille. Voilà pourquoi nous souhaitons faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une municipalité amie des aînés. L'enjeu de cette campagne électorale est très, très important. Souhaitons-nous poursuivre le développement de notre ville selon de vieilles méthodes, comme celle choisie par Gilles Dolbec, ou préférons-nous une voie plus actuelle qui placera l'intérêt et la qualité de vie des citoyens au cœur de nos priorités? Le gâchis du bois Douglas nous a fait prendre conscience de l'importance de préserver nos milieux naturels. Ils font le charme de notre ville. Il nous en reste très, 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 très peu présentement. Tout ça pour laisser place finalement à quoi? À aucun nouveau commerce. Avions-nous réellement besoin d'une nouvelle épicerie à Saint-Jean-sur-Richelieu? Malgré la leçon du bois Douglas, l'administration Dolbec-Legrand poursuit tout de même sur sa lancée. Les récentes décisions du conseil municipal font en sorte que nos derniers boisés, comme celui des Colibris, des boisés de Saint-Luc et les boisés de l'Acadie, sont maintenant menacés par cette course folle au développement improvisé. Comme ce n'était pas assez, présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, des promoteurs ont aussi des visées sur nos terrains de golf afin de les transformer en projets résidentiels. Je me permets de leur donner un conseil. Arrêtez vos spéculations. L'équipe Alain Laplante protégera tout le zonage de tous les terrains de golf de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le modèle de développement de Gilles Dolbec est fiscalement, économiquement et socialement non rentable. Voilà pourquoi il faut le revoir. Il faut cesser d'augmenter le compte de taxes des citoyens à chaque année. Nous devons nous occuper des anciennes rues et régler nos problèmes de refoulement d'égouts avant de penser de construire des nouvelles qui viendront ajouter au problème qui est déjà très important. Il est impératif de diminuer le nombre de déversements d'égouts dans la rivière Richelieu. Il faut protéger notre environnement pour les générations futures. Il faut plutôt travailler à la création d'emplois bien rémunérés et de qualité ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les problèmes auxquels nous devons faire face sont très importants. J'ai refusé d'abdiquer et j'ai plutôt choisi de relever le défi avec une équipe du tonnerre. Pour les affronter, l'équipe Alain Laplante souhaite travailler de pair
avec les employés de l'appareil municipal dans une relation de confiance et de coopération réciproque. Les contraintes seront grandes, mais l'audace et les efforts seront au rendez-vous et porteront fruit. J'aime profondément Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai choisi d'habiter ici. Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville qui mérite qu'on s'y attarde pour son centre-ville, son patrimoine, ses artistes et sa fenêtre sur la rivière. Il vous reste 1 minute. Saint-Jean-sur-Richelieu doit devenir une véritable plateforme culturelle. L'équipe à la Plante est composée de 6 femmes et 6 hommes qui vont changer le visage de notre ville pour la rendre dynamique, accueillante, belle, verte et digne du 3e millénaire. Ensemble, tournons la page sur l'administration d'Olbec. Votons équipe Alain Laplante. Merci beaucoup, M. Laplante. Donc, je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de la télévision du Richelieu, ici même au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, pour ce débat électoral organisé en collaboration avec la génération XYZ. Le premier bloc est maintenant terminé. C'était la présentation des 8 candidats. Maintenant, on passe à la période de questions, en fait. Je vous explique un peu comment on a fonctionné, c'est-à-dire que l'animateur que je suis, en collaboration avec le conseil d'administration de la Jeune Chambre, avons déterminé 11 questions que nous avons soumises aux 8 candidats. Parmi ces 11 questions, il y en a 2 qui, à notre avis, ressortaient du lot. Donc, ces 2 questions sont obligatoires et chaque candidat aura 2 minutes pour y répondre. Par la suite, il y aura 4 face-à-face qui ont été tirés au hasard avant et chaque face-à-face est associé à l'une de ces questions. Donc, je vous explique un peu donc, comment on a fonctionné. Maintenant, pour ce qui est des 2 questions obligatoires, je vais y aller dans l'ordre dans lequel on a tiré les candidats pour les face-à-face, ce qui va permettre aussi une alternance versus les mots de bienvenue qui vient de se produire. Donc, la première question, évidemment, je pense que l'actualité l'a dictée, et je vais vous répéter d'ailleurs l'ordre dans lequel je vais vous les poser. Donc, Paul Turcotte, Michel Gauthier, Alain Laplante, Michel Fecteau, Alain Paradis, Stéphane Legrand, Jean Lamoureux et Claude Bachan. Donc, la première question, je vous l'adresse à vous, donc, M. Turcotte, elle est toute simple. Comment peut-on, et je vais demander peut-être d'approcher le micro là, pour vous aider, juste peut-être approcher le micro pour qu'on vous entende bien. Donc, M. Turcotte, la question elle est toute simple et ça va être la même pour tous les autres. Donc, comment peut-on contrer la corruption et la collusion? À vous la parole, vous avez 2 minutes. M. Turcotte, c'est à vous. Moi, oui. Donc, comment peut-on contrer la corruption et la collusion? C'est la première question? C'est la première question que je vous pose. C'est la question numéro 10, si vous y allez dans cet ordre-là. Donc, elle est toute simple. Comment peut-on contrer la corruption et la collusion? À vous la parole. Je ne peux pas contrer la corruption. Elle existe depuis plusieurs années. Et la collusion aussi. Je ne peux pas complètement la détruire entièrement, mais je peux l'affaiblir pour enfin la détruire. Avec un bon comité de citoyens surveillant nos agissements auprès du conseil d'administration exécutif comme maire, nous aurons des surveillants qui vont pouvoir nous surveiller très minutieusement afin qu'il n'y ait pas de corruption ou de collusion. Avec ce comité-là, moi, je juge que nous pourrons diminuer la corruption par 75 % ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est le taux de corruption auprès de nos gestionnaires et de différents départements de notre agglomération. Avec un bon comité bien géré, on peut affaiblir la corruption par 75 %. Donc, on va leur laisser la corruption à eux autres à 25 % et on va éventuellement les détruire. Merci. Merci beaucoup, M. Turcotte. Donc, même question, comment on peut contrer la corruption et la collusion? M. Gauthier, à vous la parole pour 2 minutes. Merci bien. Écoutez, je pense qu'une des façons de contrer la corruption et la collusion, premièrement, la Ville a un travail à faire et on doit premièrement s'assurer que nos appels d'offres, que nos plans et devis sont bien préparés. Quand nos plans et devis, nos appels d'offres sont mal préparés, évidemment, on se retrouve, et on l'a vécu depuis des années, dans plusieurs cas, avec des extras, puis les firmes de professionnels nous disent, bon, il manque telle chose, il faut rajouter ça. Donc, le premier devoir que la Ville a, c'est de bien préparer ses plans et devis et ses appels d'offres afin d'éviter les extras qui pourraient être possibles. Deuxièmement, je pense que notre service des achats
doit un travail à faire aussi dans ce cadre-là. Le service des achats de la Ville doit s'assurer, et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça, de demander aux entreprises qui fournissent des produits à la Ville de leur envoyer une liste de prix des matériaux. Je vous donne un exemple. Par exemple, si un tuyau de ciment de 16 pieds de long et de 24 pouces de diamètre, quand on appelle la firme qui les fabrique, puis ça nous dit que ça coûte 450 pièces. Quand on aura la soumission de l'entreprise, et si les mêmes tuyaux sont rendus à 1 300 $, il faut peut-être se poser des questions. Sauf que si l'entreprise qui soumissionne le plus bas arrive avec un prix raisonnable par rapport au prix des tuyaux qu'on aura déjà évalués avant. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je pense que c'est une façon, de contrer la collusion et la corruption. Et je l'ai mentionné tantôt aussi, pour avoir travaillé 25 ans à titre d'enquêteur, je pense qu'il faut poser des questions, il faut valider des faits, des informations. Et plus on pose de questions, plus on devrait obtenir des réponses pour éviter la collusion et la corruption. Et c'est ce que je suis prêt à faire à partir du 4 novembre au matin. Merci. Merci beaucoup, M. Gauthier. Donc, même question, comment peut-on contrer la corruption et la collusion? 2 minutes pour Alain Laplante. Merci, Éric. L'équipe Alain Laplante est déterminée à tout mettre en œuvre pour combattre la collusion et la corruption. Il faut comprendre que la collusion et la corruption, ce n'est pas une ligne dans le budget. C'est un petit peu plus subtil que ça. Et puis, pour y arriver, bien évidemment, on va avoir besoin de la collaboration des employés municipaux. Il faut investir davantage dans la formation de nos employés. Il faut également développer des expertises à l'interne. Si la municipalité se départit de ses expertises, elle est ensuite à la merci des firmes externes. Il faut changer la culture du secret. On a besoin des citoyens également pour surveiller les affaires municipales. C'est toute la question de la transparence est cruciale dans la lutte à la collusion et à la corruption. Bien évidemment, on a besoin d'une administration qui est rigoureuse, qui est vigilante et transparente, et ça, quotidiennement. Il faut revoir, bien évidemment, les procédures d'octroi de contrats. Il faut que les élus se sentent imputables de leurs décisions. Actuellement, les élus, on se retrouve avec des problèmes de collusion. On nous dit « Ah, bien, c'est pas de ma faute, j'ai fait confiance, on m'a dit que c'est correct. » Il faut réaliser que les élus, lorsqu'on lève la main pour octroyer des contrats, on est responsable de nos décisions. Et il ne suffit pas de faire confiance aveugle aux firmes externes, aux firmes d'avocats, aux firmes d'ingénierie ou aux fonctionnaires. Donc, à partir de ce que je vous demande à vous, puis vous aussi les citoyens, vous avez une responsabilité dans cette lutte. Vous avez un choix important à faire le 3 novembre prochain. Vous devez choisir des élus qui vont se sentir responsables de leurs décisions et qui vont s'attaquer véritablement aux problèmes de collusion et de corruption. Donc, il faut comprendre que peut-être que le contrôle d'aujourd'hui est correct, mais il faut être vigilant pour tous les contrats et ça quotidiennement. Merci beaucoup, M. Laplante. Donc, même question cette fois à Michel Fecteau. Comment peut-on contrer la corruption et la collusion? 2 minutes pour vous. Bien évidemment, il faut maximiser à l'interne ce qui peut être fait par les employés, et ça à prix concurrentiel. Évidemment, la meilleure préparation avant de lancer des appels d'offres, ça va de soi. Je pense qu'on a négligé un peu. On a sorti des experts de l'Hôtel de Ville jusqu'à un certain point, donc ça n'a peut-être pas été préparé dans l'ordre comme c'était supposé d'être préparé. Permettre à un plus grand nombre de soumissionnaires d'offrir des services à la Ville. Et permettez-moi de vous dire que quand je mentionne ça, je pense qu'il va falloir revoir aussi le mandat du comité exécutif. Il y a beaucoup trop de contrats qui ont été donnés, et ça fait suite des fois à des commandes, ce qu'on appelle dans le milieu des commandes politiques. C'est l'enclenchement de ce que je peux appeler la collusion et la corruption. Quand on a des engagements qu'il faut retourner l'ascenseur, le comité exécutif, dans le moment, a beaucoup trop de latitude. Évidemment, on est dans une tribune de génération XYZ. Bien, pour ce faire, le Parti Fecteau s'engage à créer un registre similaire à ce qu'il y a au fédéral et au provincial, afin qu'on puisse stimuler la compétition, afin qu'il y ait plus grand nombre d'entrepreneurs, de fournisseurs qui puissent se soumissionner sans être obligés de subir les contraintes ou de subir les contraintes d'un choix politique qui est souvent fait par un comité qui est en place. Je termine en disant que j'écoute attentivement ce qu'on dit. Il y a une question qui me vient à l'idée, puis je la partage avec vous. Qu'est-ce que les gens qui sont ici, qui étaient à l'Hôtel de Ville, ont fait pour prévenir ça, à part que de sortir, qu'est-ce qui va se faire le 4 novembre? Nous, on va y voir. Merci. Merci beaucoup, M. Fecteau. Donc, même question, cette fois à Alain Paradis. Comment peut-on contrer la corruption et la collusion? Vous avez 2 minutes maintenant. Je pense qu'il est important de préciser 2 choses. Premièrement, la corruption, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Hôtel de Ville.
Et la collusion, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, c'est sûr qu'on n'a pas un contrôle à l'infini là-dessus, mais il faut faire en sorte que nos employés puissent déceler justement les coûts qui sont exorbitants. Il faut faire attention aussi, la commission Charbonneau, je ne dirais pas qu'il n'y a rien qui se passe à Saint-Jean, là, mais il faut faire attention de ne pas tout mettre tout le monde dans le même panier. Alors, c'est sous enquête présentement. J'espère fortement que les gens qui ont été fautifs seront pénalisés ou seront punis en conséquence. Et je pourrais dire qu'à l'interne, les choses qui pourraient être faites pour renforcer le cadre de gestion contractuelle, c'est un peu aussi de se réapproprier la surveillance de chantier. Alors, la surveillance de chantier est donnée à l'externe actuellement. Donc, c'est un bout de compétences qu'on délègue à l'externe. Aussi décourager les comportements fautifs, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, évidemment, puis encourager, entre guillemets, la délation entre employés. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert puis recevoir les commentaires. Quelqu'un qui a un doute raisonnable sur un collègue parce qu'il pense qu'il a vu ou qu'il a laissé passer quelque chose indûment, parce qu'il faut faire attention, là, la place à l'erreur, elle existe encore, là. Je veux dire, la commission Charbonneau met en lumière des choses qui sont illégales. Ça, c'est pas correct, ça, l'illégalité. Par contre, il y a des erreurs qui peuvent survenir dans l'analyse des documents, des erreurs qui ne sont pas arrivées de façon délibérée. Une erreur, c'est une erreur. Il faut que l'appareil aussi reconnaisse ça. Faire une rotation des cadres. Je pense qu'il est important, c'est que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui accordent des contrats aux mêmes personnes. Fait qu'il faut faire une rotation. Fait que comme ça, c'est des choses qui vont être une façon de sortir la corruption. Puis au niveau de la collusion, bien, faire très attention à ce qu'on a comme offre de service. Merci beaucoup, M. Paradis. Donc, même question cette fois à Stéphane Legrand. Comment peut-on contrer la corruption et la collusion? Vous avez 2 minutes maintenant. Ça commence par le financement électoral. Vision Legrand a choisi de demander à ses candidats de mettre le montant maximum dans leur campagne électorale. Donc, le 4 novembre, des retours d'ascenseur, tu risques d'en avoir pas mal moins quand c'est toi qui as payé ta campagne. Évidemment, on ne peut pas faire seulement ça parce que le montant minimum, c'est 1 000 $. Donc, nous, on s'est retourné vers notre famille, nos amis, nos proches, et ce sont eux qui ont payé notre campagne électorale. Également, il y a toute la question de revoir les processus. Actuellement, on parle beaucoup de prix, et là, on le sait, on a vu la commission Charbonneau, le prix, on peut s'en parler. Par contre, si on ajoute un élément compétence avec un pointage, et là, c'est beaucoup plus difficile pour les firmes de continuer de cette façon-là. Donc, c'est un moyen de contrôle supplémentaire. De plus, je souhaite que la Ville de Saint-Jean et d'autres villes au Québec aient le pouvoir de refuser les appels d'offres. Actuellement, les contrats en haut de 100 000, c'est un appel d'offres public et on ne peut pas refuser un soumissionnaire. Exemple, le dossier Civbec, c'était impossible d'empêcher Civbec de soumissionner à Saint-Jean parce qu'il n'était pas coupable actuellement. Là, on le sait, il y a plusieurs entreprises qui sont accusées, mais malheureusement, on ne peut pas les discarter du processus actuellement. On a également choisi de faire rencontrer nos candidats par un conseiller à l'éthique. Il faut que le 4 novembre, les dirigeants de la Ville soient prêts à assumer leurs responsabilités d'élus et savoir dans quel piège ils pourraient être guidés avec des gens qui ont de mauvaises intentions. Parce qu'on le voit, la corruption et la collusion, ça commence par un souper au restaurant, un billet de hockey, et c'est quoi la suite? Donc, on veut éviter ça chez Vision Legrand, puis c'est la façon qu'on a choisi pour le faire. Merci beaucoup, M. Legrand. Donc, la même question, toujours, cette fois à Jean Lamoureux. Comment peut-on contrer corruption et collusion? À vous la parole. Alors, premièrement, effectivement, la première chose à faire, c'est vraiment de reviser la préparation des contrats, la manière qu'on prépare les contrats lorsqu'on veut aller à l'appel d'offres. Le système de pointage, c'est bon, mais il faut peut-être reviser cette situation-là. Il faudrait peut-être aussi inclure dans cette manière de faire ce que j'appellerais, moi, la ventilation des contrats ou la ventilation des prix à travers les étapes que les travaux doivent passer pour finalement se rendre jusqu'à terme, y compris l'expertise de départ sur le terrain jusqu'à la fabrication des plans et devis, puis après ça, les intrants au niveau des travaux, puis finalement, toute la question aussi du temps et peut-être créer une pénalité lorsque les échéanciers ne sont pas respectés, et non l'inverse, de payer plutôt un surplus. Nous avons déjà proposé la surveillance des travaux à l'interne. Je me suis présenté au dernier budget en décembre, lors du dépôt du budget, et on m'avait dit, dans le budget, les sommes sont réservées pour effectivement avoir des surveillants à l'interne
pour les contrats. Et malheureusement, vous voyez dans la ville, des travaux ont été faits. Mais entre autres, si je prends l'entrée actuellement, l'entrée sud de la ville, et il n'y a eu aucune surveillance des travaux qui ont été faits à l'interne. Même, on a voté, effectivement, des contrats avec une surveillance à l'interne qui a été fait par les entrepreneurs actuellement qui sont là. Évidemment, ces mêmes personnes-là aussi qui ont prémis ça dans le budget, et ils sont autour de la table là, pour plusieurs. Je pense que c'est important que des pénalités soient imposées 10 secondes. aux contracteurs, et s'ils sont coupables, ils doivent payer. Mais il faut penser que, n'oubliez pas, avant de disqualifier une entreprise, dans notre région ici, il y a 600 emplois. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Cette fois, donc, le 8e candidat répond toujours à la même question. Comment peut-on contrer la corruption et la collusion? M. Bachand, à vous la parole pour 2 minutes. Bon, bien, comme tout le monde, c'est sûr qu'il faut revoir le processus d'attribution des contrats. Il faut faire en sorte aussi que dans les plans et devis, il ne faut pas inclure des subtilités souvent qui vont écarter trop de gens, parce que ce n'est pas concurrentiel quand on écarte des gens puis qu'on favorise des contrats à donner en sachant que les modalités qu'on fait font en sorte de favoriser quelqu'un. Donc, il va falloir faire ça. Dépassement aussi. Je pense que ce n'est pas correct quand on ouvre les enveloppes puis qu'on dit c'est lui qui a soumissionné le plus bas, puis qu'à la fin, il nous dit bien, j'ai un dépassement de 25 puis on le paye. Alors, il y a des problèmes avec ça, il faut éviter ça. Il va falloir que les élus aient beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations, et je pense que vous aussi, les électeurs, devez en avoir. Donc, favoriser l'accès à l'information pour vous, ça va être important, parce que vous avez votre mot à dire aussi. Il peut échapper des choses, des fois, aux élus, mais vous, des fois, vous pouvez dénoter des affaires, et c'est important que vous puissiez avoir accès le plus possible à cette information-là. Signature d'un code d'éthique, très important, pas juste pour les élus, mais pour les fonctionnaires aussi. On a, nous, un responsable qui va être responsable au niveau du conseil municipal de l'éthique. Alors, je pense que c'est une chose en évolution, l'éthique, et il fera les mises à jour nécessaires. Protection des dénonciateurs. Il y a des fonctionnaires qui vont sûrement se rendre compte des fois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et il faut les protéger s'ils dénoncent et non permettre qu'ils soient congédiés. Un registre des lobbyistes, ça existe, des lobbyistes. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans pour essayer de vendre le contrat. Il faudrait qu'il y ait un registre enregistré pour que tout le monde sache avec qui on est allé manger ou avec qui on est allé au hockey comme tel. Et finalement, le vérificateur général, nous, on veut un poste de vérificateur général et il va être indépendant du conseil municipal. Et il va faire en sorte de veiller à ce que l'attribution des contrats soit faite de façon correcte, juste et équitable. Merci beaucoup, M. Bachand. Donc, c'était pour cette question obligatoire. Il y en a maintenant une deuxième. C'était la question numéro 6 qu'on vous avait soumise par courriel, messieurs. Elle est un peu plus longue et je pense qu'elle traduit bien aussi le portrait de cette présente élection, où il y a plusieurs candidats à la mairie, il y a 6 équipes, il y a également des candidats indépendants dans certains quartiers. La question, elle est la suivante. Et ça va être le même ordre également pour y répondre. M. Turcotte, Gauthier, Laplante, Fecteau, Paradis, Legrand, Lamoureux, Bachand. Comment allez-vous réussir à travailler en concertation et de façon optimale, advenant l'éventualité d'un conseil municipal regroupant des représentants de 6 partis différents ou encore des indépendants? Je commence avec vous, M. Turcotte, pour 2 minutes. Approchez le micro, s'il vous plaît. Comme indépendant, comme candidat indépendant, j'ai un problème. Je sors la hache de guerre. Soyons un peu sérieux dans cette affaire-là. Là. C'est que moi, je vais avoir des différents conseillers. Je suis indépendant. C'est très important pour moi d'avoir un intérêt particulier envers chacun de ces conseillers-là qui vont être élus. Il faut que je travaille avec eux autres. Il faut que j'arrive avec une certaine entente. En proprement dit, il faut que j'ai une entente particulière, seule, en confidentialité avec eux autres, avec chacun, pour voir si on est capable de régler nos amertumes. Avant la mise en fonction du premier conseil. C'est très important pour moi-même, puis aussi pour les conseillers, qu'il y ait une entente avec tout le monde. Nous travaillons en accordance avec une éthique municipale exemplaire. C'est ça que je veux faire. Travailler avec une éthique exemplaire ici pour la ville de Saint-Jean, avec tous les conseillers et le maire, pour un bon fonctionnement administratif, pour la ville et ses citoyens.
c'est bien important pour moi, comme candidat indépendant. Je n'ai pas un parti, là, je suis tout seul. Il faut absolument que je contacte chaque conseiller d'un parti ou d'un autre, que je leur parle individuellement, confidentiellement, en privé, derrière les portes, pour régler nos amertumes. Merci. Merci beaucoup, M. Turcotte. Dans le fond, ici, on teste un peu vos qualités de leadership et de rassembleur, compte tenu de la mathématique de cette élection. Donc, M. Gauthier, vous êtes également candidat indépendant. Donc, même question. Comment allez-vous travailler en concertation dans l'éventualité, dans le fond, d'un conseil éclaté? Merci pour la question. Écoutez, évidemment, moi aussi, comme candidat indépendant, et j'écoutais tantôt Stéphane qui disait qu'il n'y avait pas... ça commençait par le financement électoral. Donc, moi, je n'ai aucun financement électoral, donc c'est peut-être plus facile. Je ne devrais rien à personne. Je l'ai mentionné tantôt, ni avant, ni après. J'ai mentionné tantôt aussi une équipe électorale avant les élections, une équipe électorale après les élections. À mon avis, à compter du 4 novembre au matin, les 12 candidates et candidats qui sont élus à des postes de conseillers devront savoir qu'ils doivent travailler pour l'ensemble de la ville, de la communauté, des citoyens, et non pour un parti politique qui, dans certains cas, n'existera même plus. Donc, à partir du moment où les citoyens comprennent, les élus comprennent le travail qu'ils ont à faire auprès des citoyens, c'est beaucoup plus facile d'avoir un projet commun qui est le développement de cette ville-là. Et comme je l'ai mentionné, je n'aurais pas promis à qui que ce soit des postes au comité exécutif ou sur tel comité. Donc, un candidat indépendant n'aura pas ces contraintes-là face aux nouveaux élus. Et je suis sûr que la population est assez intelligente pour élire les 12 meilleures candidates et candidats possibles. Et à ce moment-là, dites-vous qu'on aura une plus belle ville et que l'harmonie pourra aussi siéger autour de la table du Conseil à partir du 4 novembre. Merci. Merci beaucoup, M. Gauthier. Donc, le tirage au sort a fait en sorte que les 6 prochains répondants sont des chefs de parti. Donc, évidemment, dans cette dynamique-là, ça peut changer aussi un peu la réponse. Donc, cette fois, Alain Laplante. Donc, puis je la résume ainsi, dans l'éventualité où, évidemment, le Conseil fait en sorte que ce n'est pas nécessairement des gens de votre propre parti, vous allez travailler de quelle façon en concertation avec toutes les personnes autour de la table? Merci, Éric. Peut-être petite parenthèse avant de répondre. C'est vrai que dans une course à 9, et bien évidemment, il va y avoir une division du vote au niveau de la mairie, mais je vous informe qu'il y aura également une division du vote dans chacun des 12 districts. Donc, mathématiquement, il n'y a aucun chiffre présentement qui indique que le conseil municipal ne sera nécessairement issu de formations différentes. L'équipe Alain Laplante présente d'excellents candidats et d'excellentes candidates dans chacun des 12 districts, et chacun a d'excellentes chances d'être élu. Ceci dit, peu importe qui formera le conseil municipal, qui siégera à la tour de la table, il faudra encourager la liberté d'expression, l'écoute, le respect et la recherche du consensus à l'entour de la table. Donc, c'est par la discussion qu'on va y arriver, par les débats d'idées. Il faut éliminer aussi toute la notion de conseiller au pouvoir, des conseillers d'opposition. Il n'y a pas de bons conseillers et de mauvais conseillers. Nécessairement, le 3 novembre prochain, ce sera les 13 meilleurs candidats qui seront élus. Ça ne peut pas être autrement. Si on être contre ça, ce serait être contre les fondements même de la démocratie. Donc, il faut aussi éliminer donc, toute la notion de ligne de parti au profit de l'intérêt unique des citoyens. Et moi, je en prends l'engagement solennel ce soir, à titre de maire, je ne traiterai aucun élu, aucun membre du conseil municipal à la tour de la table, comme mes collègues m'ont traité au cours du dernier mandat. Merci beaucoup, M. Laplante. Cette fois, la question s'adresse à Michel Fecteau, donc maire majoritaire, minoritaire, conseil éclaté. M. Fecteau, dans cette éventualité, comment allez-vous travailler avec les 12 conseillers qui seront élus? Bien, personnellement, quand on parle d'équipe, j'ai dirigé des équipes pendant les 40 dernières années. Donc, recherche de consensus, respect des opinions, leadership, c'est quelque chose que je connais assez bien. On pourrait parler des équipes que j'ai dirigées, puis ils pourraient en témoigner. Maintenant, avec l'équipe du Parti Fecteau, on a pris le temps de choisir les candidats et les candidates, et je l'ai mentionné tantôt, des hommes et des femmes qui veulent travailler pour les citoyens. Donc, j'imagine que dans chacun des partis ou des formations, j'ose espérer que c'est le même thinking. Évidemment, ce que je dirais là-dessus, les élus seront élus par voie démocratique, et ça devrait être respecté, et mon parti le fera sans aucun doute. Toutefois, j'ajoute que chaque élu devra aussi se rappeler que les citoyens l'auront élu pour diriger la ville et non prôner la discorde. Ça en va des deux côtés. Puis, j'aimerais ajouter aussi que
on n'est pas des ennemis alentour des tables ici, là. Il y a des idées qui se rejoignent, donc on n'est pas des années-lumière dans nos propositions. On a des idées qui sont différentes. L'application est différente. Donc, je ne vois aucune difficulté, une fois en poste, à être capable de diriger une équipe. Mais on n'est pas rendu au 3 novembre et la population fera un choix. Puis je fais confiance que la population sera en mesure de faire le bon choix. Merci beaucoup, M. Fecteau. Cette fois, donc, la même question va s'adresser à Alain Paradis. Et je trouve qu'elle traduit bien souvent un sentiment des Québécois. Les Québécois n'aiment pas beaucoup la chicane, donc il y a une crainte qu'il y ait beaucoup de chicane. Donc, M. Paradis, si vous êtes élu, comment allez-vous réussir à travailler en concertation avec tout le monde? Pas mal d'accord avec M. Fecteau. D'ailleurs, M. Fecteau, on ne travaillera pas en équipe, ça c'est sûr. Ça, c'est la chose qu'on va savoir. On ne travaillera pas en équipe, vous puis moi. Non. En fait, les gens qui me connaissent bien savent que je suis une personne rassembleuse et une personne avec un leadership qui fait qu'un leader, ça sait rassembler les gens et ça sait les amener dans la bonne direction et les stimuler pour aller chercher le meilleur de chacune de ces personnes-là. C'est ce que j'ai fait avec les membres de l'équipe Paradis. Je trouverais dommage qu'on est quand même conscient que, je veux dire, il y a quelqu'un qui se réveille, là. Oui. On est-tu plate à ce point-là? En fait, ce que je m'en allais dire, c'est que depuis le mois de janvier, que je travaille à bâtir une équipe, à développer la relation avec chacun des candidats. Évidemment, je suis très conscient que c'est dans mes rêves les plus fous que j'aimerais que l'équipe au complet rentre, mais il faut quand même penser à ce qui arriverait si l'équipe est éclatée, comme disait M. Latour. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut rebâtir une équipe avec les gens qui sont là. Il faut respecter le choix de la population. Ça, c'est la première chose en démocratie. Et après ça, bien, essayer de former une unité au sein des gens qui sont là. Ça ne veut pas dire que ça va être des gens qui vont tous être d'accord, mais je pense que la majorité l'emportera sur les décisions, puis le gros bon sens surtout. Mais il faut le faire dans une formule respectueuse, puis dans une formule où on va chercher le meilleur de chacun des individus qui composera le nouveau conseil. Merci. Merci beaucoup, M. Paradis. La même question cette fois à Stéphane Legrand. Donc, je la répète textuellement. Comment allez-vous réussir à travailler en concertation et de façon optimale advenant l'éventualité d'un conseil municipal regroupant, dans le fond, 12 élus issus de 6 partis différents ou encore des indépendants? La première qualité qu'un maire doit posséder, c'est sa capacité de rassembler des gens. Moi, je vous dirais qu'à cet effet-là, j'ai fait mes classes, je n'ai pas pris de chance. Je dirige déjà une formation qui provient d'un conseil éclaté. Si vous regardez la composition de Vision Legrand, c'est 2 candidats du Parti au pouvoir, c'est 2 candidats qui proviennent de l'Action civique, c'est des gens qui étaient contre le boisé Douglas, c'est des gens qui proviennent de tous les horizons. Donc déjà, nous, on a réussi à faire un programme, on mène une campagne qui est habile depuis le départ, une campagne qui est positive. Fait que déjà, cet exercice-là, cette démonstration-là, on l'a fait. On a des candidats qui proviennent d'horizons différents, puis on est capable de composer avec ça. Puis si vous voyez, notre discours se tient, notre discours est positif depuis le départ. Évidemment, le 4 novembre, c'est pas moi qui choisis, c'est les citoyens, puis il faut être respectueux du choix qui va être fait, et c'est ce que j'entends faire. D'ailleurs, il faut parler de consultation publique aussi. Les élus, on va être 12, mais il faut falloir écouter davantage notre population. Il y a un 13e joueur, ce sera la population. Dans nos politiques de consultation publique, il va falloir que le Conseil, peu importe son allégeance politique, écoute ses citoyens. Merci beaucoup, M. Legrand. C'est la même question cette fois au candidat Jean Lamoureux. Est-ce qu'on aura un maire majoritaire ou minoritaire? Et dans toutes ces hypothèses, M. Lamoureux, comment allez-vous pouvoir réussir à travailler en concertation avec tout le monde? Alors, nous avons ramassé une équipe qui est représentative de la population à travers tous les granges d'âge. Il y a des jeunes, il y a des personnes d'âge mûr, il y a des personnes aussi un peu plus âgées. Donc, toutes les tranches de la population sont rassemblées. Par contre, moi, je suis parfaitement confortable avec une possible situation où, effectivement, le conseil peut être éclaté. Parce que je pense que pour être un rassembleur, pour être un meneur dans une ville comme Saint-Jean, alors, je compte sur l'effet d'avoir une compétence acquise dans le monde municipal, de l'expérience de l'appareil municipal aussi, permettra de rallier à peu près tout le monde, conseillères et conseillers élus, parce que les gens doivent faire confiance en la personne qui mène les dossiers en disant qu'est-ce que cette personne-là a comme expérience ou compétence pour mener les dossiers et rassembler ces gens-là vers des bonnes décisions. Mon expérience de la politique municipale aussi, dans le contexte actuel, me permet de vous dire que dans un conseil arc-en-ciel, si c'est ça, les partis vont effectivement probablement éclater et disparaître. Les élus ont tous le même but, soit de prendre les meilleures décisions pour la population
à travers la réalité de la gestion municipale. Je pense qu'il va falloir déterminer les priorités. Je pense que Michel Fecteau a mentionné quelque chose d'important en disant les visées de chaque parti se ressemblent. Il s'agit maintenant de mettre des priorités ensemble à la bonne place. Je me permettrai un dernier commentaire que je trouve que la loi électorale est drôlement faite et je souhaiterais peut-être qu'elle change pour peut-être avoir une élection à 2 tours, dans le sens que lorsque peut-être dans les municipalités où il y a 5 candidats et plus à la mairie, qu'on ait 2 tours. C'est sûr, je vais accepter le verdict. Je vais accepter le verdict s'il y a 25 ou 30 qui votent pour moi, mais je suis conscient que 75 qui m'ont dit tu n'étais pas mon premier choix. Alors, je souhaiterais peut-être qu'on pense à ça. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Donc, toujours la même question, cette fois au 8e candidat, Claude Bachand. On teste ici, dans le fond, les capacités de leadership et de rassembleur dans l'éventualité, M. Bachand, où il y a un conseil municipal éclaté. Donc, comment allez-vous réussir à composer avec ça? Bien, les Romains avaient un slogan qui disait « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, donc, peu importe qui va être élu, je pense qu'on se doit de travailler avec eux. Il n'y a rien de tel que la légitimité d'un élu. D'ailleurs, souvent, moi, j'ai tenu mon bout à Ottawa face à des fonctionnaires parce que l'avantage que j'avais sur eux, c'est que j'avais été le choix du peuple. Ce n'était pas eux le choix du peuple. C'est les gens que vous allez élire. Donc, je m'engage à travailler avec ceux et celles que vous aurez choisis. Maintenant, il y a le caractère aussi du maire là-dedans. Il y a un célèbre animateur de la TV du Haut-Richelieu, qui est M. Lateau, qui me disait que j'avais une approche zen, qui ne me reconnaissait plus même. Alors oui, je veux être zen, et je pense que ce n'est pas être autoritaire que d'être zen, c'est tout le contraire. Et c'est là qu'il faut travailler avec les gens pour faire en sorte qu'on poursuive le même but. Mais ça va être beaucoup plus facile si vous élisez une équipe solide qui partage ce que le maire veut avoir. Je pense que ce serait une très grosse erreur de nommer un maire puis nommer 12 personnes différentes, 12 personnes qui viennent de différents partis politiques. Alors ça serait difficile parce qu'il y a beaucoup de partisanerie, comme vous savez, et je pense que si on veut lancer la ville sur une nouvelle voie que nous prônons, ça prend une équipe complète. Et ça prend des équipes de monsieur et madame tout le monde, qui est la mienne, qui veulent servir, qui se lèvent pour dire on veut changer les choses. Alors, si vous voulez un avenir prometteur pour la ville, allez-y avec un maire qui a une nouvelle approche, mais allez-y aussi avec une équipe qui va être capable de faire avancer les dossiers. Alors, mais je réitère que si ce n'est pas le cas, moi, je vais respecter votre décision. Vous êtes la voix du peuple, vous êtes la voix de Dieu. Merci beaucoup, M. Bachand. D'ailleurs, votre zénitude s'est propagée. Je pense que vous êtes tous ce soir très zen. Et poursuivons donc maintenant avec le 3e bloc du débat électoral. Cette fois, dans le fond, ce sont 4 questions qui ont été associées à 4 face-à-face. Tirage au sort, évidemment, qui s'est produit ici aux alentours de 17h30. Donc, les face-à-face, je vous les renomme. Paul Turcotte et Michel Gauthier vont débattre d'une question. Alain Laplante et Michel Fecteau vont débattre d'une 2e question. Alain Paradis et Stéphane Legrand vont débattre d'une 3e question. Et Jean Lamoureux et Claude Bachand vont débattre d'une 4e question. La durée des face-à-face est de 5 minutes dans l'ordre dans lequel vous avez été tiré. Donc, vous allez pouvoir répondre à la question, 1 minute chacun. Il va rester ensuite 3 minutes. Vous allez pouvoir débattre entre vous. Vous coupez la parole s'il le faut, vous posez des questions et je vais m'assurer évidemment que ça se passe dans l'ordre. C'est permis. Donc, allons-y donc pour ce premier face-à-face entre Paul Turcotte et Michel Gauthier. La question, elle est la suivante, messieurs. C'était la question numéro 3 pour votre privilège. Le développement du transport collectif, est-ce que ça passe par l'autobus, le train de banlieue ou un système léger sur rail sur le pont Champlain? Monsieur Turcotte, à vous de répondre en premier maintenant. Avec un transport en commun plus audacieux, je pense que ça sera moins dispendieux. S'il vous plaît. Ouais. Ça sera un peu moins dispendieux avec un transport audacieux en commun, l'autobus, efficace, bien géré et sans être des sardines dans ces autobus bondés. Ça n'a pas d'allure, on se tient debout dans les autobus et puis on est comme des sardines. Ça va à Montréal, en sardines.
Pour le train de banlieue, nous n'avons pas toutes les études et les recherches ne sont pas encore complétées ou non disponibles. Merci. M. Gauthier. Merci. Écoutez, je ne pense pas que ce soit vraiment un débat, c'est plus de l'information générale. Au niveau du transport collectif, il y a plusieurs impondérables présentement, des choses qu'on ne connaît pas. Entre autres, le pont Champlain, il va être prêt quand? Est-ce que ça va être un SLR qui va être sur le pont Champlain? Est-ce qu'il va y avoir des voies réservées pour le transport en commun? Est-ce qu'il va y avoir un train de banlieue qui va passer par les voies existantes ou des nouvelles voies? C'est des choses qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, par contre, c'est que le transport en commun, le transport collectif, c'est un outil de développement économique important pour la ville de Saint-Jean. Ça permet à nos étudiants d'aller au cégep, à l'université. Ça permet à nos travailleurs de se rendre à leur poste de travail à des coûts beaucoup moindres que s'ils utilisaient leur propre auto. Par contre, il y a toujours deux côtés de médaille. Et ce qui est important de mentionner, c'est que le transport en commun à Saint-Jean, le déficit, année après année, tourne entre 7 et 8 millions pour le transport en commun. Donc, il y a des coûts à ça. Si on rajoute un train de banlieue, il faut faire partie de l'AMT. À ce moment-là, il y a des coûts supplémentaires de 35 $ par certificat d'immatriculation pour chacun des citoyens de la ville pour leur auto. Il y a une taxe supplémentaire de 1,5 cents du litre d'essence. Il y a une taxe supplémentaire de 1 cent du 100 $ d'évaluation qui se rajoute pour oui, c'est pas là. Pour la taxe des citoyens. M. Gauthier, est-ce que vous avez une question adressée à M. Turcotte ou vice-versa? Vous n'avez pas de question pour M. Gauthier. M. Gauthier, avez-vous une question pour M. Turcotte? Non, écoutez, je voulais simplement mentionner aux gens pourquoi le transport en commun, et je pense que M. Turcotte a donné son point de vue, et moi, je donne le mien aussi. Bon. Il y a des coûts supplémentaires à ça, et il faut regarder toujours la capacité de payer des citoyens. C'est important, même dans ce cadre-là. Merci beaucoup, M. Gauthier. Je vous invite à remettre le micro sur le socle. Donc, le deuxième face-à-face, cette fois entre Alain Laplante et Michel Fecteau. La question, c'était la question numéro 2, messieurs. Donc, la question, elle est la suivante. Doit-on maintenir, revoir à la baisse ou encore à la hausse les sommes promises à la revitalisation du Vieux-Saint-Jean? M. Laplante. Merci, Éric. Je vous informe que la revitalisation du centre-ville va devoir se poursuivre sur de nombreuses années. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je vous informe également que les sommes qui ont déjà été promises à la revitalisation seront toutes dépensées et même qu'il va probablement manquer d'argent avant de compléter l'ensemble des travaux. Voilà pourquoi l'équipe Alain Laplante, on propose justement de revoir la séquence des travaux pour investir, d'abord pour minimiser, il faut que les travaux se réalisent d'abord au cœur de la municipalité plutôt que dans la périphérie. Lorsque vous allez visiter un centre-ville, est-ce que vous revenez à la maison en disant « Hey, avez-vous été visiter le centre-ville de Burlington? Les entrées sont magnifiques. » Non, non, non. Il ne faut pas commencer par les extrémités du centre-ville, il faut commencer par le cœur du centre-ville pour minimiser les impacts sur les commerces, mais aussi pour maximiser les retombées économiques suite aux travaux de la revitalisation. Merci, M. Laplante. M. Fecteau, donc même question à l'égard de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Bien évidemment, le Vieux-Saint-Jean, on doit le revitaliser. Personnellement, je suis comme que plusieurs ici dans la salle, on est tannés d'entendre parler, il est temps qu'on passe à l'action. Mais, gestionnaire, il faut garder le cap et bien s'assurer que chaque dollar qui va être investi dans ce projet-là le soit pour le succès du projet. Il faut s'assurer de minimiser les dépenses et d'essayer de faire mieux, de faire plus avec moins, et ça existe. Il faut garder en tête aussi, on a parlé beaucoup de la surveillance des travaux. Dans un projet de cette envergure-là, on est aujourd'hui en 2013. Si on met les actuaires au travail, je ne suis pas sûr que les montants qui sont là, on a toujours tendance au Québec à aller en période escalatoire. Et les échéanciers vont être hyper importants et éviter des surprises. Et en même temps, je regarde tout ce qui se passe dans la ville de Saint-Jean aujourd'hui. Là, on peut-tu parler de quelque chose qu'on va devoir faire, une saine planification, parce qu'évidemment, les commerçants vont avoir un impact. En conclusion, voilà. Donc maintenant, messieurs Laplante et Fecteau, avez-vous des questions à vous poser à l'égard de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean? M. Laplante? Bien, je viens de trouver un point de divergence entre moi et M. Fecteau relativement au centre-ville. Moi, contrairement à M. Fecteau, je ne suis pas du tout tanné d'entendre parler de la revitalisation, même que c'est ma principale motivation à m'être lancé en politique. Donc, comme vous saviez, avant d'être conseiller, j'étais directeur général de rue principale.
Bien évidemment, la question de l'argent est importante. Il faut se donner du temps, il faut aller chercher le maximum de subventions. Il faut aussi mobiliser les acteurs du milieu pour qu'il y ait aussi des retombées, qu'il y ait aussi des investissements privés dans le centre-ville. Et c'est une des raisons pourquoi il faut revoir justement l'ordre de la séquence des travaux. C'est comme si on décidait de... M. Laplante, on a 5 minutes. Si vous me permettez, je vais répondre à votre... Probablement que vous ne m'avez pas compris quand j'ai dit. J'ai dit simplement qu'on était tanné d'entendre parler, pas que je suis tanné du centre-ville. Mais c'est important. Mais dis-moi dans le jour, M. Laplante. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec vous dans un certain projet, puis vous étiez directeur. Karting. Oui, vous étiez directeur de ça. Puis à ma grande surprise, votre patronne du temps, quand on est arrivé à la fin, il nous a dit que c'était pas votre mandat, vous ne vous occupez pas de ça, mais c'est vous qui avez fait les démarches, puis après ça, on s'est fait dire que ça n'avait pas avancé. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Là, vous me parlez du Vieux-Saint-Jean, de plusieurs projets, mais vous parlez du Vieux-Saint-Jean. Moi, j'aimerais ça savoir, vous, pendant que vous avez été là, êtes-vous capable de nous dire là, concrètement une réalisation qu'on peut vous attribuer? M. Laplante. Bien, la première qui me vient à l'esprit, c'est la réalisation du championnat de l'International de hockey d'antan de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pensais que c'était M. Stéphane Laroche qui avait initié ça. Non, c'est pas ça? Non. C'est pas ça? Non, mais Stéphane Laroche faisait partie du comité il faut de reconnaître démarrage. qu'il y a des gens aussi qui ont Mais je n'ai jamais dit que c'est moi qui avais tout Non, mais moi, j'ai réalisé parlé ça. d'une réalisation qu'on vous attribue à vous. Mais je vous dirais que la principale réalisation en rue principale, la plus belle chose, c'était la mobilisation de tous les acteurs de la revitalisation derrière le projet de revitalisation. Et je pense que c'était ça le positif dans cette démarche-là. Une démarche de revitalisation, c'est une démarche justement de promotion et de concertation de l'ensemble des acteurs. J'aimerais rapidement revenir sur votre dossier du karting. Effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés ou travaillé ensemble pour la première fois. Ben oui, parlez-moi en autre du karting. Le problème de cet événement-là, c'était que l'événement ne générait aucune retombée pour les commerçants du centre-ville, même qu'au contraire, l'événement... Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait parler à Mme Beauvais. Moi, on m'a dit qu'on avait eu des retombées économiques fort importantes. On vous a amené des gens dans le centre-ville, M. Laplante. C'est des commerçants automobiles qui ont investi 55 000 $ de leur poche, justement, pour faire connaître le vieux Saint-Jean. Ça n'a rien coûté du tout. Donc, si le karting était si positif, le centre-ville, comment ça que l'événement n'existe plus? Savez-vous quoi? Je vous invite à visiter la ville de Shawinigan. Eux ont fait 3 jours d'activité avec un événement que nous, on a créé. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on poursuit maintenant avec le troisième face-à-face entre Alain Paradis et Stéphane Legrand. La question, messieurs, est la suivante. C'était la numéro 4. Est-ce qu'on a investi trop d'argent dans le plan de conservation environnementale? M. Paradis en premier. Mon opinion personnelle, non, on n'a pas assez investi. On n'investira jamais assez en environnement. Toutefois, il faut quand même être conscient qu'il y a une capacité de payer des gens. Il faut le faire de façon graduelle, il faut le faire de façon structurée. Il faut essayer de faire en sorte de minimiser le plus possible les impacts environnementaux sur tous les projets qui peuvent se présenter à la Ville. Maintenant, sur un règlement d'emprunt de 30 millions qui est pratiquement empiété d'à peu près 75 %, il faudra, c'est sûr, en rajouter des sous pour être capable de compléter le plan de conservation pour, dans les 20 % d'espace boisé en milieu urbain qui nous reste à négocier avec les promoteurs. M. Legrand. Vous n'aurez pas un grand débat sur cette question-là, je ne vous le cacherai pas. Je partage la vision de M. Paradis à ce niveau-là. Je pourrais donner du temps de parole à M. Fecteau et Laplante, par contre, c'était très intéressant. Mais il y a une chose qui est importante de dire, c'est que le seul moyen que les villes possèdent pour protéger les boisés, c'est l'acquisition. Là, on peut vous faire croire n'importe quoi en disant on va changer les priorités de développement, ça va empêcher. Ce que ça fait, ça va empêcher le développement, c'est vrai. Mais un propriétaire, qui est d'un boisé, peut couper les arbres à tout moment. Ça veut dire que, moyennant une amende de 25 000 $, il va couper les arbres de la ville de Saint-Jean. Est-ce que vous croyez qu'un promoteur va s'arrêter pour 25 000 $? Bien, la réponse, c'est non. C'est pour ça que la ville doit acheter ses boisés et continuer de le faire. Et oui, c'est onéreux. Ça a coûté 30 millions. On a peut-être 60 %
C'est-à-dire qu'il y a 70 environ là, qu'on croit, entre 70 et 80 qu'on va compléter avec les 30 millions. C'est pour ça que Vision Legrand croit à un fonds vert. C'est beau la ville, maintenant, il faut impliquer nos entreprises. On parle de branding, on parle d'entreprises qui veulent investir, qui veulent se faire une image de marque. Mais c'est l'occasion pour eux autres d'investir dans nos boisés, de redonner à la population jouannaise. Merci, M. Legrand. Donc, messieurs Paradis et Legrand, est-ce que vous avez des questions mutuellement à vous poser à l'égard du plan de conservation environnementale? On est d'accord tous les deux. Vous êtes d'accord? M. Legrand? Bien, je vais en poser une à la ligne comme ça pour se répondre. Oui. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut continuer à acheter des boisés de cette façon-là? Est-ce que vous croyez que c'est une vision qui est responsable actuellement? Bien, je crois que oui. Je crois que oui, c'est responsable parce qu'en fait... Non. Non, je vais poser... Oui, c'est responsable. Monsieur Legrand, je vais vous poser une question. Advenant le cas que M. Laplante gagne, est-ce qu'il va surveiller les boisés lui-même personnellement? D'après moi, non. Puis, avec la solution qu'il propose, on risque d'en avoir encore moins. OK. Donc, ça va, messieurs? Oui. D'autres questions? Ça va bien. Ça va pour ça? Bon, voilà donc pour... Allons donc maintenant pour le 4e face-à-face entre messieurs Lamoureux et Bachand. La question est la suivante, messieurs. Question numéro 8. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place afin de favoriser la relève entrepreneuriale, la création et surtout, la rétention de jeunes talents? Monsieur Lamoureux, en premier. La première chose que je mentionnerais, c'est que il y a un travail à faire avec les responsables qui travaillent avec les entreprises, c'est-à-dire le CLD. Ça prend une collaboration du CLD. Entre autres, peut-être faire l'inventaire on a déjà un inventaire des entreprises dans la région, et peut-être à regarder ces entreprises-là, est-ce qu'ils ont de la relève? Donc, intéresser les jeunes à la relève qu'il y a dans ces entreprises-là, vérifier si effectivement ces entreprises-là ont déjà une relève, soit en parlant des enfants ou non des gens qui ont été formés, et inciter les jeunes en faisant probablement une campagne de publicité avec le CLD, même avec la Chambre de commerce, même la génération XYZ, en disant il faut préparer une relève et ça part des entreprises existantes. Je pense que c'est ça qu'il faut faire en premier. Je vais laisser un petit mot à M. Bachand. M. Bachand. Oui, merci. Bien, je pense qu'on aurait intérêt à regarder un peu ce qui se passe avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, puis peut-être essayer de voir une adaptation pour la ville de Saint-Jean. Ils veulent encourager la nouvelle vague d'entrepreneurs, puis pour ça, ils passent par le mentorat. Ils débloquent des sommes d'argent pour faire en sorte, puis c'est un beau projet parce que c'est de l'intergénérationnel, ça. Des gens d'expérience avec des jeunes entrepreneurs. Puis ça se passe sous forme de prêt d'honneur où c'est avec garantie et sans intérêt. Alors, je pense qu'on a intérêt à tenter d'imiter ça. Puis ils ont fait une étude aussi sur le fait que les entrepreneurs du Québec sont moins actifs internationalement que le reste du Canada. Alors, je pense qu'il y a des mesures à mettre en place pour qu'on devienne plus actifs et se lancer à la conquête des marchés internationaux. Messieurs Bachand et Lamoureux, est-ce que vous avez des questions mutuellement à vous poser à l'égard de ce sujet? J'avais justement dans mes notes inciter les jeunes talents à aller vers des séances de mentorat, même des séances où on les préparerait à leur faire comprendre c'est quoi le mentorat. Je pense même à partir des séances, à partir du cégep, où on pourrait leur dire, vous êtes dans une orientation au niveau de votre formation vers effectivement une formation qui vous mène vers les entreprises. Et leur dire, bien, avant même que les diriger vers le mentorat ou faire l'union entre les deux, leur expliquer c'est quoi le mentorat. Ce qui fait que quand ils finissent leur étude, il y aurait peut-être tendance à aller vers une expérience de la sorte. Je vous poserai une question. Bachand, maintenant, M. Bachand, oui. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous partagez un de nos piliers dans notre programme électoral qui concerne l'ouverture sur le monde? C'est-à-dire peut-être fréquenter un peu plus les consulats, les ambassades pour faire en sorte que les attachés culturels, les attachés commerciaux soient bien au fait de ce qui se passe à Saint-Jean pour qu'on puisse leur démontrer que nous sommes très bien situés géographiquement, près des marchés américains, et qu'ils ont tout intérêt à investir dans la région de Saint-Jean. Est-ce que vous seriez d'accord avec la partie du programme qui est de l'équipe avec Bachand? Je peux répondre. Il y a une partie du programme, d'ailleurs, au cégep, qui a une ouverture sur le monde. D'ailleurs, ça s'appelle, c'est un programme, justement, tourné vers le monde. Je pense que c'est le nom du programme, on fait comme ça. Effectivement, dans ce contexte-là, mais je pense que on veut retenir les jeunes talents ici. Est-ce qu'il faut qu'ils effectivement s'expatrient pour avoir l'expérience? Peut-être pas. Mais je terminerai peut-être en disant que
il faudrait peut-être déjà aller vers les étudiants du secondaire, déjà les intéresser, parce que là, ces étudiants du secondaire, moi j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années aux étudiants du secondaire, en secondaire 5, et il y avait une activité qui s'appelait Jeunes entreprises. C'est pas du temps, là. Qui Combien a été de mis temps, de là, côté. ouais? Je finis Claude, s'il te plaît. OK. Qui a été mis de côté. Et les étudiants du secondaire, déjà, en s'intéressant à ces projets-là, ont pu faire des expériences pendant le secondaire avant de choisir d'aller au cégep. Monsieur Bachand. Vas-y, Claude, tu as le dernier mot. Je conclurai, mais j'aimerais ça que vous répondiez. Est-ce que les entrepreneurs québécois, on veut savoir ce qu'il y a dans le ventre? La Caisse de dépôt des placements, c'est ça qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Moi, je pense que c'est les meilleurs, notre élève. Je pense qu'ils sont capables de compétitionner au niveau international avec n'importe qui. Est-ce que vous partagez cette assertion de ma part? Oui, je partage ça. De toute façon, si c'est pour que la relève, finalement, prenne des initiatives, puis même aller... on ne parle pas nécessairement d'aller travailler à l'extérieur. On parle de la relève devrait être capable, moi j'ai mal compris, la relève devrait être capable d'attirer des entreprises étrangères ici et effectivement travailler dans ce milieu-là et même devenir des têtes dirigeantes des entreprises qui s'implantent ici. Là. Ça peut aller jusque-là, si j'ai bien compris. 10 secondes. Exact. Bien, on ne peut pas être en désaccord avec ça, surtout si on crée des emplois ici. Alors, ils doivent oser aller de l'avant au niveau international, selon vous? Bien, c'est un des volets. Je ne crois pas qu'ils ont tout le talent pour le faire. Merci beaucoup, messieurs. Donc, ceci met donc un terme à ce troisième bloc du débat des candidats à la mairie, donc les 4 face à face. Compte tenu de l'heure, maintenant, je pense qu'il nous reste techniquement à peu près 25 à 30 minutes au gros maximum pour les questions du public. Ces questions-là, vous les avez soumises de différentes façons, soit ici même dans la salle ou via Internet générationxyz.ca/questions au singulier. Donc, je vais vous nommer d'ailleurs, d'ailleurs, chaque candidat pourra répondre à raison de 30 secondes chacun à cette question-là. Donc, on va faire ça quand même assez rapidement. Et on va y aller dans l'ordre et dans le désordre. Là, au niveau de la table, on va commencer par M. Paradis, finir par M. Laplante et ainsi de suite. Donc, on va le faire un peu de façon aléatoire pour que ce soit quand même assez rapide. Donc, la première question, elle nous vient de Vincent Stever du district 8. Si je comprends bien, c'est le Vieux-Saint-Luc, ça? Quel geste concret prévoyez-vous utiliser pour stimuler la jeune génération de gens d'affaires à démarrer ou faire évoluer leur entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu? Monsieur Paradis, 30 secondes. Monsieur Stever, merci de me donner la chance de parler de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville entrepreneuriale, à l'instar de 100 villes au Canada et 6 villes au Québec. J'en ai fait une promesse de faire de Saint-Jean-sur-Richelieu la 7e ville entrepreneuriale. Ce n'est pas nous qui décidons de l'être, c'est de répondre aux différents critères qui permettent de classer Saint-Jean comme ville entrepreneuriale, à l'instar des villes de Gatineau, Trois-Rivières, Québec et Montréal, et j'en oublie 2 autres. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bachand, maintenant. Bien, excusez, ça revient un peu à ce qu'on discutait il y a quelques secondes. Avec le mentorat, avec nos usines à Saint-Jean qui ont une expertise internationale, il y en a plusieurs qui font affaire aux États-Unis. Je pense que si on met avec la nouvelle génération ces gens-là, je pense qu'on a toutes les chances de percer non seulement le marché américain, mais aussi le marché international. Et pour ça, ça prend un programme où on a des entrées internationales. Et ça, mon expérience de député l'a permis. On a des attachés commerciaux et des attachés économiques. Merci beaucoup, M. Bachand. Même question pour M. Turcotte maintenant. À vous. Merci. Pour les jeunes, c'est les inspirer, les éduquer les jeunes aux valeurs des entreprises, les aider à comprendre les affaires, l'économie, leur permettre de développer un sens et une aptitude d'entrepreneur et de leadership. Et puis, des bourses sont toujours disponibles pour les encourager. Merci beaucoup, M. Turcotte. Cette fois, M. Gauthier. Merci. Écoutez, je pense que la Ville doit être un partenaire dans un projet comme celui-là. Et il y a d'autres partenaires importants qui sont le Cégep, le CLD, le Centre de technologie et d'aide aux entreprises, afin de favoriser le transfert des compétences et permettre aux jeunes entrepreneurs de prendre la place qui leur revient dans notre ville et dans notre région. Merci beaucoup, M. Gauthier. M. Fecteau. Évidemment, je suis content de cette question-là. Il y a, d'origine Beauson, il y a une école d'entrepreneuriat en Beauce. Moi, je pense qu'en place, c'est ce qu'il faut essayer de créer ici. Il faut emmener nos jeunes sur des marchés. Ces marchés-là, c'est avec des contacts. Les contacts, c'est les faire participer à des délégations commerciales, ne pas les laisser pour le compte. Et ça, c'est un des projets qui me tient à cœur, de m'assurer de, pas nécessairement leur produire, parce qu'on a des gens là-bas, ça a coûté des sous, mais on est capable de faire quelque chose avec les jeunes d'ici. C'est la relève, il faut s'en occuper, effectivement. Merci beaucoup, M. Fecteau. M. Legrand, maintenant. C'est évident qu'il faut travailler de concert avec les acteurs du milieu. On a le Cégep, le CLD.
mais on a un centre-ville. Il faut miser sur le centre-ville. On a vu le quartier Saint-Roch à Québec qui s'est développé à partir de ses artistes. Mais moi, je pense que le centre-ville de Saint-Jean doit se développer à partir de ces jeunes, avec des jeunes entreprises. On a un PPU, des programmes de subvention disponibles. On devrait hausser la proportion de ces 30 % dans les cas de nouvelles entreprises. On devrait aller à 50 % pour les jeunes pour qu'ils puissent s'implanter au centre-ville. Merci beaucoup, M. Legrand. M. Lamoureux, maintenant. Alors, je reprends un peu ce que j'ai dit. Si les jeunes veulent travailler en entreprise, je pense que le CLD, je reprends mon argument de l'inventaire des entreprises, où on pourrait faire connaître, voici quels sont les endroits où on cherche de la relève et les premiers qui devraient avoir ces emplois-là et être mis en contact, ça serait justement les jeunes de notre milieu. Alors, ça complète un peu l'idée internationale, mais je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement aller à l'international, ils veulent travailler dans leur milieu. Belle occasion. Merci beaucoup, M. Lamoureux. M. Laplante, maintenant. Merci beaucoup. La Ville doit bien évidemment soutenir les jeunes entrepreneurs et la relève entrepreneuriale, entre autres par son service de développement économique, mais aussi via les organismes de développement économique, tels le CLD. La municipalité aussi pourrait, bien évidemment, mieux soutenir et appuyer la jeune chambre de commerce, Génération X, Y, Z, justement dans ce mandat-là de soutien aux jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup, M. Laplante. On va poursuivre d'ailleurs avec vous, donc, dans le désordre maintenant. La question nous vient de Chad de Boutin, du district numéro 12, c'est-à-dire Île-Sainte-Thérèse et 80. Est-ce qu'un candidat à la mairie est prêt à s'engager, à s'assurer de retransmettre la diffusion en entier des séances du conseil municipal via Internet ou encore la télévision du Haut-Richelieu? Présentement, un choix éditorial est fait sur ce qui est disponible. Ceci ne permet pas aux citoyens de pouvoir se tenir informés en toute objectivité. Saint-Jean-sur-Richelieu accuse un immense retard à cet égard, impardonnable en 2013, compte tenu de la technologie disponible. Merci et bonne campagne. Donc, à vous l'honneur, M. Laplante. Merci, Chad, pour ta question. C'est une excellente question. Tout à fait. L'équipe Alain Laplante souhaite revoir complètement les façons de faire de la municipalité, mettre en place de la transparence, de la participation citoyenne. Il faut diffuser les séances du conseil, mais il faut aussi aller plus loin. Il faut rendre accessible l'information. Actuellement, il y a tout un jargon municipal qui repousse. Les séances du conseil ne sont pas accueillantes. Donc, tout ça est à revoir. Merci beaucoup, M. Laplante. M. Lamoureux, maintenant, sur cette même question. Effectivement, je pense que la technologie le permet. Les sites Web, je pense que c'est l'outil qu'on devrait se servir et qu'on passe intégralement ce qui se passe au conseil municipal. Puis je suis d'accord avec Alain en disant qu'il faudrait ajouter pendant les séances du conseil municipal, lorsqu'on lit les propositions, une petite introduction où on peut expliquer aux gens la teneur des résolutions et les secteurs affectés par cette résolution-là, au lieu de dire on a des changements de zonage dans la zone H2247. C'est terminé. Et voilà. Merci beaucoup. Monsieur Legrand, maintenant. On va être d'accord. Je pense qu'on est dû pour un conseil municipal 2.0. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe dans leur conseil municipal si on veut les attirer. Donc, puis il faut aller plus loin que ça aussi, tout dans la disponibilité de l'accès à l'information. Je pense que c'est important. Il y a quelqu'un qui est venu au conseil municipal dernièrement qui nous a dit qu'on était peut-être dinosaures à la ville de Saint-Jean, mais là, il faut se mettre à la page. C'est important de le faire. Merci, Legrand. Monsieur Fecteau, maintenant. Bien, évidemment, c'est dans notre plateforme, Saint-Jean 2.0, puis avec le nombre de personnes qui ont communication à la ville de Saint-Jean actuellement, je pense qu'on est capable de rendre ça accessible. Puis si on rend ça accessible, ça va intéresser les gens encore plus, donc on va avoir des débats plus civilisés, plus intéressants, puis donner de l'information transparente. M. Fecteau, merci beaucoup. M. Gauthier, maintenant, sur cette même question. Écoutez, moi aussi, je suis tout à fait d'accord pour retransmettre les séances du conseil, sauf malgré qu'il y a des fois où, dans le dernier conseil, ça n'a pas été très, très édifiant. Et quand la population voit ça, on peut se rendre compte un peu pourquoi les gens sont un peu cyniques envers les politiciens. Mais oui, on doit transmettre le plus d'informations possible au public pour que les gens soient mieux informés. Je l'ai mentionné depuis le début, et l'information, c'est prioritaire chez nous. Merci beaucoup, M. Gauthier. M. Turcotte, sur cette même question. Pour une bonne discussion, le bouche à bouche a toujours été primordial. Il y a une affaire que je n'ai pas aimée ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, au conseil municipal, c'est d'être un peu intimidé par la présence de la police aux portes. On ne peut pas voyager, on ne peut pas parler sans avoir une certaine crainte ou d'intimidation avec un policier qui est dans la salle. Moi, je n'ai pas l'intention de gérer un conseil avec un policier dans ma salle. Merci. Merci beaucoup. M. Bachand, maintenant. Oui, je pense que l'approche via Internet est absolument essentielle. D'ailleurs, dans notre programme, nous aussi, on va jusqu'à donner l'accès à la mairie avec une ligne directe à la mairie. L'accès ouvert aux journalistes, c'est très important qu'on convainque aussi les médias
d'être présent pour couvrir les événements. L'accès à l'information doit être essentiel. Il faut éviter qu'il y ait des demandes d'accès à l'information, ce qui veut dire une non-transparence. Et je pense qu'il devrait y avoir une interaction avec les gens qui vont l'écouter en direct aussi pour envoyer le commentaire sur le site. Merci beaucoup. Monsieur Paradis, maintenant. Je vais amener une petite précision, ce que deux de mes collègues ont mentionné d'un conseil de ville Web 2.0. Alors, 2.0 signifie interrelation entre l'émetteur et le récepteur. Dans le cas présent, on parle de diffusion, donc c'est 1.0. Par contre, ce serait intéressant d'être capable de recevoir des questions à la période des questions provenant des auditeurs sur le Web. Merci beaucoup, M. Paradis. Maintenant, une autre question du public. On va y aller dans un autre sens. Donc, on va commencer avec M. Fecteau jusqu'à M. Laplante, M. Gauthier jusqu'à M. Paradis. Question de M. Jocelyn Bourdon, district numéro 3, c'est-à-dire Iberville et Saint-Athanas-Nord. Question donc à tous les candidats. Quelle est votre vision par rapport au déficit du régime de retraite des employés municipaux? Et c'est signé Jocelyn Bourdon, qui est président du SCFP 4134 Col-Blanc de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, M. Fecteau, à vous la parole. Évidemment, ça ne se répond pas en 30 secondes. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a deux acteurs dans ce dossier-là. Première des choses, il faut être capable de s'asseoir avec nos gens dans le respect. Je sais que ça traîne en longueur, tout ce qui traîne se série. Évidemment, il y a le partenaire, le gouvernement du Québec, mais on a à débattre, on a un plan d'action dans ce dossier-là, et c'est un dossier qu'on veut régler de façon rapide, parce que tout, je vous le dis encore une fois, c'est un dossier qui est majeur, et il va falloir mettre des mesures en place pour le régler, mais s'assurer aussi que les citoyens soient très au parfum de comment on le règle. Merci beaucoup. Donc, M. Legrand, maintenant, sur cette même question. Bien, c'est une question qui est majeure. C'est probablement le défi des prochaines années pour les municipalités. La réponse, ce n'est pas seulement les villes qui l'ont, c'est le gouvernement du Québec aussi. Il y a un partenariat à faire avec les employés municipaux. Puis moi, je suis content de voir des publicités, entre autres du SCFP, qui nous disaient on est ouvert à la négociation. Puis ça, on est conscient là, que la problématique, elle est grande, mais que le ballon, il va exploser bientôt si on ne fait rien dans l'immédiat. Donc, c'est une préoccupation, puis je peux vous dire que ça coûte très cher actuellement aux contribuables joannais. Merci beaucoup, M. Legrand. M. Lamoureux, maintenant. Alors, cette question-là, effectivement, moi, j'étais sur le comité de retraite, puis ça a été discuté. Alors, le problème de fonds, des fonds de pension vient en grande partie du gouvernement provincial lorsque le gouvernement il y a une obligation de combler le déficit de solvabilité et d'autres règles auraient pu être appliquées. Bon, il faut traiter le fonds de pension en deux temps. Le premier temps, c'est trouver une solution pour combler le retard du déficit de solvabilité. L'aide du gouvernement est nécessaire dans ce contexte-là, au niveau de modifier les règles du jeu, entre autres les emprunts sur obligations qu'on n'a pas faites, et de négocier une planification du fonds de pension pour les années à venir dans une nouvelle règle employé-employeur. M. Lamoureux, c'est terminé. Pas déjà? Donc, ben oui, ça passe vite, 30 secondes. Donc, il faut même négocier, question mais il faut pour pas M. négocier Laplante, sa place maintenant. publique. Merci. Je vous confirme effectivement que nos partenaires syndicaux sont ouverts à la négociation. Et on m'informe également que les rendements sont présentement intéressants là, de ces jours-ci. Donc, évidemment, il faut négocier ce problème-là avec nos partenaires syndicaux, les employés. Donc, il faut trouver une solution viable au déficit de la caisse de retraite en respectant bien évidemment la capacité de payer des contribuables. Et une petite aide du gouvernement du Québec, effectivement, ne serait pas le refus. Merci beaucoup, M. Laplante. Cette fois, M. Gauthier. Et depuis 12 ans, le fonds de retraite, la plupart des fonds de retraite sont déficitaires. Et je pense que c'est une plaie béante et on ne peut pas mettre un diachylon là-dessus. Ça prend une opération majeure. Et 4 personnes sur 10 au Canada reçoivent des fonds de pension. Par contre, 10 sur 10 les payent. Je pense qu'on paie un fonds de pension à des employés via leur convention collective. C'est tout à fait normal. Qu'on paie un déficit supplémentaire, à mon avis, c'est inadmissible. Merci beaucoup. M. Turcotte, maintenant, avancez le micro, s'il vous plaît. Parce que tous les citoyens paient leur fonds de pension. Il serait la première instance de venir à une entente avec les employés de la Ville et les syndicats. Une performance quasi insupportable pour les contribueurs de taxes municipales. Remarquons que présentement au Québec, c'est une des plus grosses épines profondes des fonds de pension, élaborés et à nos dépens. Merci. Merci beaucoup. M. Bachand, maintenant, sur cette même question. Oui, il y a deux types de régimes. Il y a le régime à prestations déterminées où la part du risque, c'est l'employeur qui l'assume. C'est le cas de la Ville de Saint-Jean et on est rendu avec un déficit important. Puis, il y a le régime de cotisation déterminée aussi où c'est différent. Là, l'employeur, qui est la Ville, paye. Et après ça, s'il y a des problèmes, ils sont obligés de... C'est plus l'employeur qui est responsable.
Il faut s'inspirer d'exemples. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils y sont parvenus. Alors, on est en démarche actuellement pour voir de quelle façon ils sont parvenus. Puis je pense qu'on pourrait probablement appliquer ce type d'exemple ici à Saint-Jean. Merci beaucoup, M. Bachand. M. Paradis, maintenant. M. Bacham m'a enlevé les mots de la bouche, puis je suis content qu'on soit au moins deux à avoir la même opinion. C'est sûr et certain que ça va être un dossier qui est très délicat. Il faut quand même faire ça en respect de nos employés puis en respect de nos citoyens. Ça, c'est primordial. Merci beaucoup, M. Paradis. Donc, maintenant, pour la question, la quatrième question émanant du public, elle nous vient du conseil d'administration. Je vais y aller dans l'ordre suivant, donc de M. Laplante jusqu'à M. Paradis. On fera le même truc tantôt, évidemment, pour la cinquième. Donc, la question nous vient donc, je le redis, du conseil d'administration de la génération XYZ. Quelles actions concrètes metteriez-vous en place dans le futur pour un projet similaire à celui de la revitalisation du boulevard Saint-Luc qui a affecté plusieurs entreprises financièrement, M. Laplante? Le problème vient de la planification. Donc, la municipalité, je comprends ici que les travaux, les maîtres d'œuvre c'est le gouvernement du Québec, mais c'est important que la municipalité planifie ses travaux justement pour minimiser l'impact des travaux sur les commerçants. Je fais le même parallèle avec le centre-ville de Saint-Jean. En étirant les travaux sur une période de 2-3 ans, bien évidemment, on nuit aux investissements puis on nuit au commerce et à l'achalandage des commerces. Merci beaucoup, M. Laplante. Même question, M. Lamoureux. Alors, à votre question, évidemment, le projet similaire à Saint-Luc, moi, je le vois actuellement dans le centre-ville. Moi, je pense qu'il faut refaire un calendrier. Lorsqu'on a les travaux de main, il faut refaire un calendrier de telle sorte le calendrier des entreprises pour qu'ils puissent faire, premièrement, de la publicité auprès des clients en faisant connaître le calendrier pour limiter les contraintes. Deuxième chose, je crois qu'il faut planifier le travail par phase, mais sur une plus courte période, sur de plus courtes distances au niveau des travaux. Terminé. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Cette fois, M. Legrand sur cette même question. Bien, premièrement, on le sait, le centre-ville va être en travaux pendant quelques temps. Donc, premièrement, il faut instaurer une politique de consultation des marchands, savoir comment on peut amenuiser l'impact de ce qui va se passer, parce qu'on le sait, il va en avoir des impacts, peu importe. Il faut utiliser les médias pour faire connaître les trajets alternatifs également. Puis finalement, il faut que collectivement, on se soutienne. Donc, les Joannais, Joannaises, vous le savez que ces marchands-là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, vont avoir de la difficulté. Bien, encouragez-les. On a un devoir social de le faire si on veut les garder. Merci beaucoup. M. Fecteau, maintenant. Évidemment, les points vont se rejoindre. Je demeure sur des échevins, donc le boulevard Saint-Luc, dans le moment, ça me concerne. Évidemment, la planification, on en a parlé. Je sais que dans le premier volet, la grève de la construction a joué un rôle. Mais le deuxième volet, là, je parle que des solutions, l'information rapide, l'utilisation des réseaux sociaux, des réseaux des journaux, l'affichage beaucoup plus adéquat. Puis dans les périodes de pointe, quand les gens, là, c'est une vraie congestion, je pense qu'on pourrait utiliser nos policiers pour aider à une circulation beaucoup plus fluide, puis des mesures compensatoires pour les marchands. Merci beaucoup. M. Gauthier, maintenant. Je pense qu'il faut mieux planifier les étapes des travaux d'une telle envergure en fermant les tronçons de rue le moins longtemps possible, quand on peut. Il faut aussi savoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un coup terminé, les entreprises auront plusieurs années de répit et pourront se reprendre, mais effectivement, pour la période des travaux, c'est dommageable pour la plupart d'entre eux. Merci beaucoup. M. Turcotte, maintenant. Moi, je suggérerais d'aller voir les commerçants, les commerces, et discuter avec eux de la rentabilité de l'année dernière ou antérieure à une façon de leur suggérer une façon d'attirer doublement la clientèle. Plusieurs de la clientèle sont présentement étouffées par la construction qui se passe présentement sur la rue du boulevard Saint-Luc. Moi, je suggérais aux commerçants de faire des préventes ou des ventes d'écoulement, des spéciaux, des modules d'attraction pour attirer la clientèle. C'est terminé. Merci beaucoup, M. Turcotte. M. Bachand, maintenant. Oui, bien, je pense qu'il faut donner la parole aux citoyens et aux commerçants dans cette situation-là. Je pense que l'information est de rigueur, mais aussi il faut se concentrer sur les mesures d'atténuation des impacts négatifs. Il faut regarder de quelle façon ça va impacter ces commerces-là et de quelle façon on peut les aider, alors que j'ai l'impression qu'actuellement, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Merci beaucoup. M. Paradis, maintenant. Moi, je dirais en 3 temps. Premièrement, faire un programme de fidélité de la clientèle avant les travaux. Faire un programme de réduction de taxes aussi prévu avant les travaux. Puis,
terminer en disant qu'il faut que les travailleurs qui sont sur le chantier soient conscients qu'ils nuisent aux commerçants puis qu'ils travaillent de concert avec les commerçants. Merci beaucoup, M. Paradis. On est toujours dans la période des questions du public. Ce sera d'ailleurs, compte tenu de l'heure, la dernière question. On s'était dit évidemment qu'on ne dépasserait pas la fenêtre du 2 heures. Et on va y aller donc pour un dernier tour de piste en partant de M. Paradis jusqu'à M. Laplante. La question, elle est la suivante. Elle nous vient de Gabrielle Beauregard du district 11, qui est en fait Normandie-Est et une portion de Jean Talon. La question est la suivante. Tous les candidats parlent de créer un attrait touristique autour du Richelieu, mais aucun ne semble prendre en considération une éventuelle revitalisation de la rivière pour son assainissement et sa protection. Pourquoi cette omission? Monsieur Paradis. Selon ce que j'en sais, la qualité de l'eau du Richelieu est quand même très bien par rapport à ce qu'elle a déjà été il y a plusieurs décennies. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas présentement. Là, on est plus en mode protection qu'en mode régénération. Merci beaucoup. Monsieur Bachand, maintenant. Nous, dans notre programme, on veut instaurer un festival de l'eau, qui est un festival international qui pourrait venir complémentariser le Festival des Montgolfières. C'est vrai que la qualité de l'eau est bonne, mais c'est vrai aussi qu'elle pourrait toujours s'améliorer. J'ai connu une époque, moi, où on pouvait voir dans le fond de la rivière. Ce n'est pas encore le cas. Et tant que ça ne sera pas ça, je pense qu'on a une responsabilité sociale à faire ensemble, c'est d'améliorer la condition de l'eau dans la rivière Richelieu. Merci beaucoup, M. Bachand. M. Turcotte, maintenant. Oui, c'est définitivement une situation assez précoce pour améliorer la situation des eaux de Richelieu. Il faut faire absolument une très bonne étude et puis arriver avec une solution. Merci. M. Gauthier, maintenant. Bien, je pense qu'à ma connaissance, les eaux appartiennent au gouvernement fédéral et je pense qu'il faut travailler de concert avec les partenaires, comme je l'ai mentionné, dans tous les dossiers. Et dans ce cadre-là, il faut travailler avec le gouvernement fédéral à qui les eaux appartiennent pour améliorer la situation. Merci beaucoup. M. Fecteau, maintenant. Évidemment, on a un programme qui dit agir ensemble, donc je pense que ce n'est pas juste l'affaire du maire de la ville, c'est l'affaire de tous les citoyens. On sait comment il y a eu des fois des déversements, ou accidentellement ou pas. Donc, il faut travailler. Et comme Michel dit, c'est fédéral, donc il va falloir que les acteurs se mettent ensemble et s'assurer qu'on redonne à cette rivière-là ses lettres de noblesse. M. Legrand, maintenant. Je ne voudrais pas être trop technique, mais à Saint-Jean, on a un réseau qui est combiné, ce qui veut dire que l'eau de pluie va à la rivière ainsi que l'eau d'égout. Dans les cas où il y a des pluies fortes, l'eau de la rivière s'en va directement, n'est pas filtrée. Et le ministère de l'Environnement permet ce type d'opération-là parce que si on veut séparer le réseau, c'est 200 millions que ça coûte. On comprend que ça n'arrivera pas demain matin et que ça va se faire par étapes. Donc, Vision Legrand mise beaucoup sur le développement de la rivière Richelieu. Les piscines, on en a parlé. Ça n'a pas l'air à plaire à M. Turcotte, mais ça prend des éléments qui sont clés pour attirer du monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. M. Lamoureux, sur cette même question. Je pense que la rivière, effectivement, elle s'améliore, sauf que lors des périodes de grande pluie, on sait qu'il y a une zone agricole importante, surtout du côté est, et je pense que c'est avec peut-être les agriculteurs qu'on peut travailler, où on pourrait avoir une rétention de l'eau qui s'en va dans la rivière. Et effectivement, il y a des éléments, je pense que de phosphore, etc., qui vont dans la rivière, et même des éléments chimiques, où on pourrait effectivement travailler avec les agriculteurs, voir si on pourrait contrer ça. Terminé. Merci beaucoup. Monsieur Laplante, maintenant. Merci beaucoup. Des villes paieraient extrêmement cher pour avoir une rivière comme la nôtre. On est extrêmement chanceux de l'avoir. La rivière Richelieu est définitivement un atout majeur pour notre développement et notre positionnement stratégique. Mais malheureusement, ce n'est pas très publicisé, mais il y a plus de 1000 déversements d'égouts dans la rivière par année, dans la rivière Richelieu, en provenance de la ville de Saint-Jean. Donc, il faut s'attaquer à ce problème-là. Merci beaucoup, M. Laplante. Vous êtes tellement discipliné qu'il nous reste encore 5 minutes. Donc, on est en prolongation. Question, vous ne l'avez pas vu venir, hein? Question de Louise Bello. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer la pauvreté, M. Laplante? Bien, la pauvreté, c'est un problème criant à Saint-Jean-sur-Richelieu, de certains districts, entre autres le centre-ville. C'est un problème qui est très majeur, qu'il faut se préoccuper. Il faut supporter d'abord, je ne pense pas qu'on puisse l'éliminer, il faut travailler à la création de richesses, mais il faut aussi supporter nos organismes qui sont sur la première ligne pour supporter la clientèle défavorisée. Monsieur Lamoureux, sur la pauvreté? Alors, effectivement, je pense que la pauvreté, il faut regarder ça, et les principaux intervenants, c'est des organismes communautaires qui aident tous ces gens-là, et ils ont même un inventaire des gens qui ont des besoins. On regarde la Saint-Vincent-de-Paul, ce qu'ils font. Tous les autres organismes, la Ville devrait supporter
en priorité peut-être ces organismes-là qui se préoccupent de la pauvreté, supporter tous ces bénévoles-là. Merci beaucoup. Monsieur Legrand, maintenant. Oui, je pense que ça commence par la mise en place d'une politique des organismes communautaires. Il faut reconnaître le travail de ces gens-là, il faut le baliser également. Donc, c'est un élément qui est important à le faire, mais évidemment, il faut créer de la richesse, il faut créer de l'emploi, on parle de l'aéroport, du parc industriel, du centre-ville. C'est des éléments qui sont générateurs d'argent puis qui vont sortir les gens de la pauvreté à long terme. Merci beaucoup. Monsieur Fecteau. Merci, Mme Bello, de votre question, parce que je viens de ce milieu-là depuis très jeune. Moi, j'ai dit ouvertement l'année passée, comme président de la Marche contre la misère, il faut cesser de cultiver la pauvreté. Sortir de la pauvreté, ça veut dire qu'il faut que tu commences à redonner de la dignité à ces gens-là, puis arrêter de les juger. À partir de là, la Ville peut être un acteur important, mais il faut que ça porte. Alors, j'invite les gens, on a créé justement le Club des Saints, qu'on aide la Saint-Vincent-de-Paul pour aider ces gens-là, mais ça, c'est juste un volet. Il y a un volet de travail, il y a un volet de dignité très important pour enrayer. Merci beaucoup. Monsieur Gauthier. Je pense que la Ville encadre déjà les organismes communautaires dans ce cadre-là, sauf que je pense que ça prend peut-être une petite structure supplémentaire pour que les organismes ne se dédoublent pas et soient plus efficaces afin d'aider ces gens-là. Merci beaucoup. Monsieur Turcotte, maintenant. La pauvreté, c'est mon domaine, je m'y connais. L'affaire que je veux faire ici, c'est d'aider les pauvres, les personnes démunies et les personnes ignorées à trouver un travail auprès de vous. Vous avez d'ouvrages à leur offrir, vous allez pouvoir le faire. Ici, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on paye des taux à 48 piastres de l'heure pour creuser des trous. Ces personnes qui sont pauvres, là, ils vont vous le faire à 12 piastres de l'heure avec un syndicat. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bachand. Bien, moi, je dis bravo aux organismes communautaires qu'on a d'ailleurs, on a sondé allègrement, Fernand Paradis et moi, là, 50 organismes qu'on a consultés. On ne pourrait pas fonctionner sans eux. La solution, cependant, ce n'est pas de leur donner du poisson, mais c'est de leur apprendre à pêcher. Alors, donc, il faut attirer des entreprises ici et des emplois pour qu'on remette les gens au travail. Et en attendant, bien, bravo à tous les organismes qui donnent un coup de main pour justement lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup. Monsieur Paradis, sur la pauvreté. La meilleure façon qu'on peut aider les gens pauvres à notre niveau, à nous autres, c'est plus de faire en sorte de créer de l'emploi, des emplois qui sont bien rémunérés, qui sont des bons emplois, puis permettre l'addition de logements sociaux le plus possible. Merci beaucoup, M. Paradis. Donc, ceci met un terme au débat des candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, organisé conjointement par la génération XYZ et la télévision du Richelieu. Débat qui sera d'ailleurs télédiffusé au cours des prochains jours et également sur notre site Internet en 4 morceaux, disponible dans une version YouTube, donc pour vos tablettes et vos téléphones intelligents, peu importe la plateforme. D'abord, un gros merci à nos 8 candidats pour le respect, la civilité que vous avez eue tout au cours de ce débat. Effectivement, une extrême civilité également de la part du public qui a été extrêmement attentif, qui n'a pas applaudi ou chahuté les candidats à tout moment. Et je sais que il y a plusieurs représentants des différentes équipes et des différents candidats. Donc là aussi, je pense que vous pouvez vous-même vous applaudir également pour votre propre comportement. Je sais qu'il vous reste encore quelques débats, quelques sorties publiques, encore beaucoup de porte-à-porte d'ici le 3 novembre. Il y a le vote par anticipation également le dimanche précédent. Donc, on souhaite bien sûr avoir le plus haut taux de participation possible pour que les gens puissent s'exprimer. Donc, encore une fois, un gros merci aux organisateurs de cette soirée. Merci encore à nouveau à nos candidats et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.